Ethosphère, donc je suis animatrice et responsable du pôle réhabilitation de l'association Ethosphère, qui est une association scientifique qui travaille sur le bien-être animal et qui est spécialisée en éthologie, donc la science qui étudie le comportement animal. On a dans l'association plusieurs pôles, un pôle scientifique, un pôle sensibilisation et animation, comme aujourd'hui. Et on se retrouve dans cette salle et dans ce lieu parce qu'avec un groupement d'associations qui sont Strasbourg Initiation Nature et Environnement, la LPO, Alsace Nature, le GEPMAR, le groupement d'études des mammifères d'Alsace, et nous, on va récupérer donc l'ancien zoo et l'ancienne partie mini-ferme qui était ici. Suite à la fermeture, la ville a fait un appel à projet et c'est notre projet de groupement associatif qui a été retenu. Et donc la LPO va ouvrir une antenne de leur centre de soins qui est à Rosenvillers dans la partie ancien zoo. La partie ici où nous sommes, c'est la partie vraiment partagée avec toutes les associations du réseau. Vous aurez ici la cour qui sera aménagée. Et le bâtiment de côté et toute la cour qui est de l'autre côté du bâtiment, nous allons la récupérer Ethosphère pour accueillir des animaux réhabilités de laboratoire, donc pour leur retraite. Donc ça sera des poules, des lapins, des petits cochons, des cochons d'Inde et des rats qu'on accueillera. Ils seront en semi-liberté dans la cour pour leur retraite après la vie au laboratoire. Tout ça demande des travaux pour accueillir les animaux et le public dans des bonnes conditions. Donc en attendant, les travaux devraient commencer en septembre. On espère une ouverture début 2026. Et donc en attendant, on fait vivre le lieu, dans la salle mais aussi dans le parc. Donc à l'entrée, vous avez le programme des animations de toutes les associations partenaires du projet. Et on a décidé donc de faire les cafés éco un dimanche par mois. Et c'est Louise, une vétérinaire, qui ouvre le bal avec la thématique du chat. Bienvenue à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc moi je vais vous présenter une sorte d'introduction sur le bien-être des chats. On va un peu se focaliser, on va voir sur le chat d'appartement. Vraiment la partie centrale du talk, il fait à peu près 1 heure. Et ensuite il y aura des activités entre chaque grande partie de la présentation. Si vous en avez marre, si votre concentration diminue, vous avez tout à fait le droit de partir, de faire un tour et de revenir. Je sais que la concentration, ça ne dure pas 1h30 d'affilée. Donc en tout, on en aura pour à peu près 1h30 avec l'atelier à la fin, un peu pour voir si vous avez bien retenu. Il y aura des notes. Non, c'est pas noté du tout. C'est vrai. Donc je vais juste me présenter là pour un peu faire une petite introduction. Moi, je suis diplômée de l'école vétérinaire de Toulouse. J'ai été diplômée en 2017. Donc, c'est là où j'ai fait la majeure partie de mes études. Ensuite, j'ai fait un master de neurosciences et de comportement animal à Toulouse. Suite à ça, j'ai fait quelques remplacements de vétérinaire, mais j'ai enchaîné par un doctorat de recherche en éthologie, plus particulièrement en primatologie, où j'ai étudié les comportements sociaux chez plusieurs espèces de macaques qui avaient des structures sociales différentes. Donc ça, c'était super chouette. C'était à l'université de Portsmouth en Angleterre. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans comme ingénieure de recherche en bien-être animal. C'était surtout focalisé sur les zoos, avec le bureau d'études à Congo, où on essayait un peu de faire une évaluation du bien-être dans chaque enclos, dans les zoos qui avaient besoin de nos services, et de mettre en place des enrichissements, du training, des meilleures structures dans les enclos, etc. Donc, j'ai pu travailler, j'étais un peu responsable de plusieurs zoos en France. Ensuite, je suis revenue un peu plus en clinique majoritairement. Et en fait, je me suis rendu compte que les chats que je voyais en consultation, ils avaient vraiment des similitudes au niveau des problèmes de bien-être animal quand on compare aux animaux dans les zoos. Comme si les chats d'appartement, par exemple, c'était un peu des chats de captivité, que les gens, les propriétaires sont un petit peu les soigneurs et doivent donc tout mettre en place pour leur bien-être. Donc j'étais un petit peu surprise de ça, mais c'est vraiment super intéressant du coup d'étudier ça. Je vais juste faire quelques bases pour un amortissement. Donc là, je vais un peu survoler les grandes notions du bien-être animal des chats. J'ai pas vraiment le temps
d'aller en profondeur sur chaque notion. Mais si vraiment vous avez des questions à la fin, vous pouvez toujours revenir vers moi pour en discuter. Et je pense qu'il y aura d'autres cafés éthos sur les chats, sur des points un peu plus particuliers qu'on pourra plus voir en profondeur. Il faut savoir que le bien-être du chat, ça va dépendre de la personnalité du chat, de sa sensibilité, des expériences qu'il a vues avant. C'est pas parce que votre chat a des comportements anormaux que vous l'aimez pas, que vous n'avez pas mis un environnement adéquat, etc. Ça dépend vraiment individu dépendant. Donc vous culpabilisez pas, vous faites ce que vous pouvez, mais c'est vraiment pas pour vous sentiez mal. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment pour avoir des pistes, un peu des axes pour améliorer le bien-être des chats. Faut quand même faire attention, il y a pas mal de pathologies comportementales, des chats qui ont des comportements anormaux, qui s'arrachent les poils, etc. Il peut y avoir des pathologies sous-jacentes. Donc avant d'envisager un problème comportemental, allez déjà voir votre veto traitant pour voir s'il n'y a pas des pathologies comme de l'arthrose, des choses qui peuvent expliquer des pathologies comportementales avant vraiment de faire des changements. Et là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de voir tous les types de chats, donc je me suis vraiment focalisée sur les chats d'appartement parce que c'est vraiment eux qui ont le plus de problèmes associés à la vie à l'intérieur. Donc pourquoi le chat ? Déjà, le chat, c'est en train de détrôner largement le chien au niveau du nombre de chats en France. Vous avez 16,6 millions de chats recensés. Bien sûr, à tous les gens qui n'identifient pas leurs animaux, contre seulement 9,9 millions de chiens. À l'époque, il y avait beaucoup plus de chiens. Les chiens sont en train de diminuer, les chats sont en train de vraiment de prendre de l'ampleur, surtout suite au Covid. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, plus en plus de chats en France. 55% des Français ont soit un chien, soit un chat, donc une personne sur deux, c'est quand même énorme. Et 40% des Français ont un chat. Donc c'est vraiment beaucoup de Français qui se sont tournés vers le chat comme animal de compagnie. Et alors, Perrine, c'est mon assistante météo, avec sa petite famille. Eddie, tu peux leur donner une petite feuille. Donc là, vous avez juste loupé l'introduction, il n'y a pas grand-chose. Donc c'était juste l'introduction pour dire qu'il y a beaucoup de chats en France. Voilà. Vous n'allez pas manquer plus. Le problème, c'est que associé à ce nombre grandissant de chats, il y a quand même un constat qui est assez alarmant. Quand on regarde les études, par exemple aux États-Unis, en France, vous avez entre 40 et 50% des chats, en fonction des études, qui sont en surpoids. Donc il y a un problème de poids, un poids un petit peu trop élevé. On peut aller jusqu'à 30% de chats qui sont en obésité. Donc c'est vraiment une pathologie, là, le surpoids devient une pathologie. L'obésité dans les études est associée avec une diminution d'espérance de vie jusqu'à moins 3 ans avec le chat. Donc c'est quand même énorme. Et un taux de mortalité qui peut être multiplié par 2,5 avec toutes les pathologies qui sont associées avec le surpoids et l'obésité. Donc c'est vraiment un gros problème au niveau des chats d'appartement. Il y a aussi pas mal de chats d'appartement qui sont anxieux ou stressés. Dans certaines études, on va jusqu'à 20 à 25% qui présentent des pathologies associées au stress. Donc c'est quand même assez important aussi. Toutes les pathologies associées à ce stress, à ce surpoids, peuvent aller jusqu'au diabète, problèmes urinaires, des problèmes de peau, des cancers, etc. Donc c'est quand même des problèmes qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Donc ça, c'est juste le petit constat alarmant. C'est la panique, mais maintenant on va voir un petit peu des solutions. On va commencer par le premier petit exercice pratique. Il y a une étude qui est sortie qui a démontré que 40% des propriétaires de chats en surpoids les considèrent comme ayant un poids idéal. À votre avis, sur ces 6 chats, lequel présente un poids idéal ? D'après la notation, vraiment sur un chat nickel qui sort, etc. Vas-y, lequel est un poids idéal ? Tout à droite en haut. Le petit gris en haut ? Ouais. Les autres ? Ils sont tous en surpoids. Hein. Tous ces chats-là sont trop gros. Quand on regarde les petites, ça c'est vraiment une simplification. Mais un chat normal, on doit voir sa taille de profil, sa taille doit être marquée. Et sa taille doit être marquée quand on le regarde de haut. Donc si vous voulez vraiment un chat fixe, c'est genre vraiment un chat
la taille remonte au niveau du ventre. La poche comment ils appellent ça? La poche, tu sais, la poche là que les chats, etc. Tout le monde dit que c'est pour que c'est pour se défendre des prédateurs. Non, ils sont juste gros. Ils sont juste gros dans la nature. Les chats, ils sont pas cette petite poche là qui font et la castration, évidemment, ça aide pas au niveau du surpoids, c'est sûr. Donc, en général, en appartement, les chats vont plus vers un petit peu gros. Bon, c'est normal, ils sortent pas beaucoup, ils font un peu d'exercice. On va pas non plus tous les condamner, mais c'est juste pour que vous ayez l'idée qu'on a un petit peu un biais dans le regard. Donc là, au niveau de la présentation, on va faire juste une petite introduction sur la définition vraiment qu'est-ce qui peut être considéré comme le bien-être. Il y a pas mal de gens au ministère, dans la législation, des gens officiels qui travaillent sur des définitions du bien-être animal. On verra ensuite quels sont les besoins naturels d'un chat, en général comme espèce, et quelques petits indices pour améliorer le bien-être du chat. Alors, le bien-être du chat, ça a été défini par l'ANSES en 2018 comme un état mental, donc c'est à la fois à l'intérieur de la tête et physique, donc s'il est en bonne santé, etc., positif, donc il faut que ce soit un état mental positif, lié à la satisfaction des besoins physiologiques. Donc on verra ce que c'est des besoins physiologiques chez un chat, des besoins qui sont liés à son espèce, et comportementaux, donc tous les besoins comportementaux aussi, ainsi que ses attentes, ce que le chat peut avoir envie de faire de sa vie, de réaliser des choses, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut bien faire attention, le bien-être animal est individuel et propre à chaque chat. Un chat qui n'est pas du tout sensible, qui est vraiment dans un milieu vraiment pas terrible, vraiment dépourvu, il n'y a pas grand-chose, il peut être très en forme, ne pas avoir de problèmes comportementaux, etc. Alors que certains chats qui ont un environnement vraiment super, très bien aménagé, génétiquement, ils vont être plus sensibles et ils vont présenter des problèmes comportementaux. Donc, il faut un peu faire attention que le bien-être est individuel et aussi va dépendre de la façon dont le chat perçoit son environnement, la situation, etc. Il y a des chats très, très pessimistes, un petit peu dépressifs qui voient tout en noir. Il y a des chats super optimistes qui sont trop contents, ils voient tout en rose. Donc, c'est vraiment la perception. Comme chez nous, les gens déprimés, ils voient vraiment les choses en noir. Donc, c'est vraiment une perception qui va dépendre du chat. Si vous voulez en savoir plus sur le bien-être animal, vous avez la chaire bien-être animal, si vous tapez sur Internet. Il y a pas mal de vidéos, pas mal d'infographies, c'est super chouette pour avoir un peu plus d'infos. Alors, je vais faire un petit point pour un peu mettre les choses au clair entre la bien-traitance et le bien-être. Bien-être animal et bien-traitance. La bien-traitance, c'est ce que nous, on a l'impression qui est le mieux pour un chat, avec notre vision d'être humain, de ce que nous, on aime bien. Ouais, c'est chouette, on aime les couleurs, le chat il va aimer les choses avec des couleurs, etc. Mais ça correspond souvent pas à ce que l'animal aime vraiment et ce qu'il a vraiment besoin. Donc vous allez voir sur TikTok surtout, toutes ces vidéos de chats au spa, on leur fait des soins, on les nettoie, on leur fait des shampoings, on leur fait un vif, on nettoie les yeux, on leur fait des petits maquillages, on leur met des petits costumes et tout. Ça, c'est vraiment du point de vue humain, on dit ah, le chat il doit être trop heureux, il a un spa à la maison, etc. Alors que le chat, ça a envie de se rouler dans la poussière, ça a envie de se rouler dans la poussière, ça a envie de chasser, ça a envie d'être sale des fois. Donc, faut vraiment faire bien attention de ce que vous avez l'impression que le chat aime et ce que le chat aime vraiment, basé sur la science, basé sur l'éthologie, basé sur le comportement, basé sur les observations des chats errants ou chats sauvages. Tout ça, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc ça, c'est la première définition du bien-être. Une définition du bien-être qui est aussi beaucoup utilisée. C'est depuis 1965, depuis le Farm Animal Welfare Council, c'est les 5 libertés ou les 5 freedoms, qui dit que tout animal doit ne pas avoir faim ou soif. Donc en général, là, les propriétaires, ils sont très bons. Niveau nourriture, le chat, il a jamais faim. Il a jamais soif, donc c'est super. L'animal doit avoir un abri pour s'héberger s'il y a des intempéries, etc. Donc ça aussi, on est très bon. Le chat ne doit pas avoir de problème de santé, donc il ne doit pas avoir de blessures, il ne doit pas avoir de maladie. Souvent, les propriétaires, ils sont quand même très attentifs et ils amènent leur chat au moindre signe quand on a de la chance.
Ensuite, le chat, il ne doit pas subir de stress ou de douleur. Donc ça aussi, si vous avez une bonne famille qui fait vraiment attention à leur chat, ça peut être pris en compte. Et finalement, ça fait partie des définitions du bien-être animal du chat. Le chat doit être capable d'exprimer ses besoins comportementaux. Ses besoins comportementaux de chat. C'est écrit, il faut que le chat puisse exprimer ses besoins comportementaux. C'est une des parties du bien-être animal du chat. Donc, comment on fait pour s'assurer, comment évaluer que le chat il a le bien-être positif, donc tout va bien. Tout ce qui est, est-ce qu'il a assez mangé, est-ce qu'il a assez bu, vous pouvez prendre par exemple la note d'état corporel qu'on a fait tout à l'heure, voir si le chat est trop maigre, etc. Ça peut être évalué avec des grilles pour évaluer. Juste l'environnement, on peut évaluer l'environnement, est-ce que l'environnement est assez grand, est-ce qu'il y a des structures au mur, ce genre de choses, on peut aussi le mesurer. En voir un veto pour savoir si le chat est en bonne santé. Si on a un environnement humain dans une maison avec des personnes quand même bienveillantes qui aiment leur chat, souvent le stress ou la détresse, tout ça, le chat ne le voit pas. Et finalement, comment on peut savoir que le chat exprime vraiment ses besoins comportementaux, ses besoins physiologiques? Ça, c'est un petit peu quelque chose un peu un point noir dans l'évaluation. C'est souvent les éthologues, on fait souvent appel aux éthologues pour savoir qu'est-ce que les besoins comportementaux normaux c'est un chat. On va voir ça tout de suite. Donc, pour savoir ce que sont les besoins physiologiques d'un chat et comportementaux d'un chat, il faut remonter à ce que c'est un chat, d'où ça vient un chat. Donc, un chat, c'est un animal, c'est un mammifère, un carnivore, fait partie de la famille des félidés. Donc, d'un côté, vous avez les panthéridés, c'est tous les lions, les tigres, etc. Et de l'autre, c'est plus tous les petits à moyens chats, les félinés, donc vous avez le guépard, les cougards, et là vous avez les chats sauvages. Donc à l'intérieur de ces petits chats, vous avez vraiment beaucoup d'espèces différentes, mais qui se ressemblent tous, parce qu'ils ont tous un ancêtre commun, et ils ont tous évolué à partir de cet ancêtre commun-là. Et notre petit chat domestique, il est vraiment à la fin de l'embranchement, il est juste là, dans la famille des chats sauvages ici. Juste une aparté, ce petit chat-là, je l'ai appelé Berlioz. Donc, si vous vous ennuyez pendant la présentation, vous pouvez vous amuser à le retrouver sur les petites diapos. Donc, qu'est-ce qu'un chat? Il n'y a pas longtemps, il y a même pas 20 ans, on pensait que nos chats domestiques à nous, ils venaient des chats sauvages européens, ceux qu'on trouve dans nos forêts. Donc, des chats, les Felis sylvestris qui ressemblent à ça, ils ressemblent beaucoup à nos chats en général. Donc, on s'est dit que nos chats, ils viennent tous de cette espèce-là. Et en fait, il y a eu 3-4 études de chercheurs, un peu des études mondiales, qui ont pris l'ADN de ces chats sauvages, qui ont pris l'ADN des chats sauvages africains, des chats sauvages d'Asie, des chats sauvages des États-Unis, et ils ont pris l'ADN des chats domestiques au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Ils ont comparé les ADN pour savoir d'où viennent nos chats domestiques. Et en fait, ils se sont rendus compte que tous les chats domestiques viennent d'un même ancêtre, qui est le chat sauvage africain. Un chat qui vient d'Afrique du Nord, Anatolie, etc., toute la partie égyptienne là. Tous nos chats viennent de ce chat domestique, même les chats qui sont au Japon, les chats qui sont en Asie, etc. Tous viennent de ce petit chat-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas la poche c'est des chats très élongés, ça s'appelle aussi des chats gantés, ils ont souvent les pattes noires comme ça. C'est les carnivores stricts, donc ils mangent de la viande, strictement. Ils sont spécialistes, donc ils se spécialisent sur un type de proie. Donc il y a certaines populations de chats gantés qui vont se spécialiser sur les oiseaux, certaines sur les souris, certains sur les poissons, ils ont tous un peu une spécialisation comme ça. Ils sont très solitaires, donc les félins en général c'est des solitaires. La femelle, elle est seule, le mâle, il est seul, ils se croisent pas sauf au moment des chaleurs. Chacun a leur territoire bien délimité et ils vont pas s'aventurer sur le territoire de l'autre sauf au moment des chaleurs. La femelle, elle a ses petits, elle les élève et une fois qu'ils ont la maturité sexuelle, les petits s'en vont, la femelle les chasse et elle retrouve son territoire à elle. Il n'y a pas de groupe de chats qui existe, de chats sauvages. Ils sont très territoriaux, donc ils ont besoin de marquer vraiment leur territoire. Tout le tour de leur territoire est bien défini pour éviter en fait d'avoir à se battre à chaque fois qu'il y a un nouveau chat qui arrive. L'autre chat, il sent les marques du territoire et il ne va pas s'aventurer sur le territoire d'un autre. Ça vraiment évite tous les conflits, tous les bagarres qui ne servent à rien. C'est cette façon de territorialiser comme ça.
Donc, comment on est arrivé de ce chat-là à notre chat domestique? Toute l'histoire a commencé avec cette petite souris, Musculus. C'est les petites souris qu'on retrouve dans nos greniers, etc. Donc, ces petites souris-là, elles étaient en concurrence avec des souris plus grosses, des souris sauvages. Et en fait, elles se sont rapprochées des hommes au même moment qu'il y a eu la mise en place de l'agriculture avec les greniers à grains, etc. Les premiers êtres humains ont commencé à faire l'agriculture. Ils se sont mis à faire des silos, des réserves de grains. Et ces souris donc vont survivre. Elles sont allées dans ces réserves de grains. Elles se sont mises à se multiplier. Et ça a attiré en fait ce petit félin-là qui s'est rapproché des villages, des premiers villages d'humains. Ces chats ont la particularité, quand on les compare avec ces chats-là, d'être très tolérants pour l'homme. Ces chats-là, ils sont très très durs à domestiquer, à apprivoiser, c'est vraiment quasi impossible. Si on essaye maintenant de prendre des chatons, les élever, leur donner le biberon, etc., ils ne seront jamais vraiment des chats domestiques. Alors que ceux-là, ils ont vraiment un caractère plus doux et ils sont beaucoup plus tolérants, donc c'est vraiment ça qui leur a permis de s'approcher des humains, c'est cette tolérance-là. Donc, ces chats-là, les chats sauvages d'Afrique du Nord, on les retrouve donc tout à l'Afrique du Nord. On les retrouve aussi pas mal en Égypte, en Turquie à l'époque, et on les retrouve encore maintenant. Donc, quand est-ce que vraiment ce rapprochement des chats vers les humains a commencé? Ça a été découvert il y a même pas une dizaine d'années grâce à des archéologues, des archéozoologues qui étudient les ossements et les ossements des animaux. Et ils ont trouvé en fait sur l'île de Chypre des ossements de chats qui dataient d'environ 9000 ans. Donc il y a 9000 ans, il y a déjà des humains qui ont pris des chats d'ici, les ont mis sur un bateau et qui les ont apportés à Chypre. Sur l'île, il n'y avait jamais eu de chats originaires de l'île, c'est vraiment des chats qui ont été importés. Donc ils avaient une sorte de domestication déjà pour pouvoir être emportés sur Chypre. Et ils ont trouvé en fait une tombe avec un humain qui était couché, un peu recroquevillé, et avec un chat qui lui faisait face aussi, disposé dans cette tombe, et avec plein d'objets funéraires, des offrandes, etc. autour. Donc c'était vraiment la première fois où on voyait vraiment le chat qui semblait avoir été proche de l'humain pour être enterré en même temps que son humain, avec tout ce qui est le respect funéraire, etc. Donc c'est vraiment le premier cas qu'on a retrouvé. Il y a aussi évidemment tous les chats en Égypte. On sait que les Égyptiens ils vénéraient les chats avec la déesse notamment Bastet, la déesse de la fécondité, etc. On retrouve énormément de figurations de chats en Égypte. Par exemple en Égypte, s'il y avait le chat de la famille qui mourait, tous les membres de la famille se rasaient les sourcils en signe de deuil pour le chat. Donc c'est vraiment très proche des humains à cette époque-là. Malheureusement pour eux, il y a eu aussi un commerce qui s'est développé. Il y avait en fait des momies de chats. C'était censé apporter de la chance, c'était quelque chose d'un porte-bonheur. Et donc il y a eu un commerce qui s'est mis en place avec des élevages de chats qui étaient tués exprès pour faire des momies de chats. Donc on a retrouvé des milliers et des milliers de petits chats de 3-4 mois qui étaient mis dans ces momies et qui étaient vendus pour porter chance. Donc ça a été un peu la capitalisation du chat à cette époque-là. Les Égyptiens, ils avaient interdit l'exportation des chats. Normalement, ils ne pouvaient pas être exportés, ces chats-là. Mais ils ont quand même été exportés vers le reste de l'Europe. Ça a commencé ici, déjà au Créonéolithique, avec une première population qui a traversé ici le Bofin pour aller vers l'Europe. Et une deuxième population qui est partie d'Égypte, qui a pris le bateau et au Néolithique et l'âge de bronze pour aller donc, sur nos côtes méditerranéennes. C'est la première vague d'immigration. Deuxième vague, ça a été tout. Les Romains étaient très fans de chats aussi, ils avaient beaucoup de chats avec eux dans leur garnison, etc. Donc ils les ont un peu aussi apportés avec eux dans leur conquête romaine vers le nord de l'Europe. Et la dernière vague de migration, c'était surtout les Vikings, qui étaient aussi très très fans des chats et qui ont apporté des chats avec eux dans leur bateau vers les îles britanniques, etc., vers plutôt l'Europe du Nord. Les Vikings, ils adoraient les chats. Par exemple, si vous vous mariez, la jeune mariée recevait un chaton comme cadeau de mariage, ce genre de choses. Donc les chats étaient vraiment très proches des Vikings. Donc c'est comme ça un peu que les chats ont conquis l'Europe et ensuite ils ont été évidemment exportés vers d'autres territoires. Au Moyen-Âge, les chats, ils n'ont pas eu trop de chance, pas du tout même.
ils étaient considérés comme sataniques parce que toutes les femmes qui étaient supposément des sorcières, parce qu'elles étaient un peu bizarres, etc., elles avaient des chats, donc on les associait un peu aux sorcières. Tous ces chats-là, ils étaient chassés. Ils ont été aussi brûlés sur les bûchers avec les pseudo-sorcières, etc. Donc, ils n'ont pas vécu un Moyen-Âge super. C'était pas super. Donc, c'était pas super le Moyen-Âge. On dit même que si vraiment les chats avaient été respectés, il n'y aurait pas eu la peste de cette ampleur, parce que vous savez que la peste était transportée par les puces qui étaient sur les rats, et ces rats, normalement, étaient chassés par des rats. Mais on a tellement disséminé, fait la chasse aux chats pour les mettre sur des bûchers que, justement, ces chats-là n'ont pas pu se débarrasser des rats. Donc, le Moyen-Âge, pas top top. À partir de la Renaissance, c'est quand même redevenu un petit peu à la mode, avec l'âge des Lumières, etc. Le chat est redevenu à la mode. Jusqu'à ce qu'une reine, vous savez, la reine qui a adoré les animaux, qui a un peu fondé la SPA, etc. en Angleterre, ça vous dit quelque chose? La reine d'Angleterre? Ouais, c'est vrai. C'est la reine d'Angleterre. C'est la reine Victoria. C'était une reine qui était très très fan des animaux. Elle avait toujours des chiens avec elle. Elle avait pas mal de photos d'elle avec des chiens. Et elle avait aussi 2 chats. Elle avait un persan, etc. Et c'est un peu elle qui a fondé la SPA royale, etc. Et c'était à peu près vers 1870-1900 qu'il y a eu les premiers vraiment expositions de races de chats. Des chats qui ont été élevés, qui ont été reproduits pour avoir des nouvelles races de chats, donc des birmans, des persans, etc. Ça, c'était la première fois où on parlait vraiment de races de chats où on choisissait avec qui ils se reproduisaient pour faire des races. Avant ça, les chats, on dit qu'ils étaient peu ou presque pas domestiqués parce qu'ils étaient vraiment libres dans les fermes, ils faisaient ce qu'ils veulent, ils se reproduisaient avec qui ils veulent, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de domestication du chat. Les chats, ils toléraient les humains toléraient les chats, ils ont très bien vécu comme ça. Mais c'est vraiment à partir de là où on a commencé à faire des races, à choisir avec qui les chats se reproduisent. Et c'est vraiment à partir de là qu'on parle de domestication du chat. C'est hyper tard par rapport aux chiens. Les chiens, c'est 40 000 ans, on a commencé à vraiment les reproduire, etc. Les chats, c'est à partir de 1870. Donc on les a très peu domestiqués. Ils se sont domestiqués vers nous en nous tolérant, mais on ne les a pas choisis vers qui ils se reproduisaient. Donc là, on a commencé à avoir toutes les races qui se sont mises en place. Si vous voulez avoir un peu un résumé de tout ce que je veux dire, enfin, non, quelque chose de plus en profondeur de ce que je veux dire, sur YouTube, il y a un reportage d'Arte, comment le chat a conquis le monde, il est super bien fait. Donc vous le retrouvez en accès gratuit sur YouTube. Et il est vraiment super chouette. Voilà, donc on en revient à l'histoire de qu'est-ce qu'un chat. Donc on a vu que le chat, il descendait de cet ancêtre-là et qui a été très peu domestiqué. Si on regarde les crânes de ce chat-là et les crânes de ce chat-là, les chercheurs ils sont incapables de faire la différence entre un chat sauvage et un chat domestique qui n'a pas eu tant de modifications de ça. Et si on regarde leur comportement, quand on étudie leur comportement en tant qu'éthologue, il y a aussi très peu de différence entre ce chat sauvage et ce chat domestique-là. Les chats domestiques ont vraiment la particularité, s'ils s'échappent, s'ils se perdent, etc., de pouvoir survivre, de chasser et de fonder des nouvelles familles s'ils ne sont pas castrés, etc., parce que leur comportement est tellement bien conservé, le comportement de chat, chasseur, est tellement bien conservé qu'ils sont capables de se retrouver en liberté très très rapidement. Donc quand on compare ces chats là-haut, ces chats ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces chats-là? Quand on les regarde, qu'est-ce qui nous saute à les yeux par rapport à une vache, un cheval, un chien? Ouais, c'est des chasseurs. Les chats, leur première particularité, c'est des chasseurs. Si vous voulez retenir quelque chose de ce talk, c'est juste ça. Les chats, c'est des chasseurs. Ils chassent, ils ont besoin de chasser, ils ont besoin de tuer, même s'ils n'ont pas faim, ils ont besoin de chasser, ils ont besoin d'exprimer ce comportement naturel aussi. Donc c'est un chasseur, c'est un prédateur, un chat, mais c'est aussi autre chose, un chat. Là, sur la photo avec le poisson, le chat, il a pas l'air très fier, il part un peu vite. Un voleur, un voleur aussi. Et du coup, mais si c'était un voleur, un prédateur en haut de la chaîne, il s'en ficherait un petit peu. Mais un chat, c'est quoi aussi, du coup? Ouais, un chat, c'est une proie. Donc tout le comportement du chat se résume en 2 choses. C'est un chasseur, c'est un prédateur, mais c'est en même temps une proie. Il a peur d'être attrapé, il n'aime pas être en milieu ouvert, il y a quand même des angoisses territoriales, des choses comme ça qui font qu'il a un petit peu peur, mais en même temps il doit chasser. Donc il y a un peu une antithèse au niveau d'un chat, il doit chasser, mais en même temps il doit se protéger, donc c'est un peu, il est toujours un petit peu tiraillé à droite à gauche les chats, donc ça explique
explique vraiment tous les soucis comportementaux que vous aurez sur votre chat, parce que c'est un chasseur et enfin, en même temps c'est une proie. On le verra tout à l'heure. Voilà, donc c'est un chasseur. Comment il chasse un chat? Comment ça chasse? Avec ses dents et ensuite avec sa mâchoire, ouais. Ses griffes, ouais. Et après, comment il repère les proies? Les yeux, après, avec quoi? Ses pattes, ses oreilles, ouais. Son odorat, ouais. Donc le chat, il a tous les sens développés, toute la morphologie développée sur des millions d'années. Hein. Les premiers carnivores, c'est 11 millions d'années. Donc sur 11 millions d'années, il y a eu une sélection naturelle des chats jusqu'à avoir le chat domestique maintenant pour être le meilleur chasseur, le meilleur prédateur qu'il puisse avoir. Donc toute l'évolution a conduit à avoir le meilleur chat possible. Donc quand on compare un herbivore avec un carnivore, vous voyez que les herbivores ici, les molaires, les prémolaires, elles sont très très bien développées. Ils n'ont pas canines, etc. Alors que les carnivores, ils ont ces canines-là pour attraper les proies, les tuer. Donc vraiment rentrer au niveau de la colonne vertébrale pour tuer les proies. Les carnassières ici qui sont vraiment spécialisés des carnivores pour broyer la viande, pour broyer les os, pour broyer le tissu conjonctif, etc. Donc tout ça, c'est vraiment fait pour attraper et tuer les proies. Est-ce qu'un chat, ça mâche? Non, un chat, ça mâche. Les herbivores, ici, ils ont une mandibule qui peut faire comme ça. Les chats, ils sont capables juste de faire comme ça. Ils n'ont pas besoin de mâcher, ils avalent. Et dans leur tube digestif, il y a suffisamment d'acide concentré pour dissoudre des os, pour dissoudre des choses super dures à digérer. Donc les chats, ça mâche pas, ça avale et ça chauffe. Ouais. Alors là, c'est la première activité pour faire un petit peu cerveau. Vous allez essayer de trouver là sur la petite feuille à quoi correspondent ces crânes-là que vous voyez sur le diapo. C'est un piège. C'est un piège pour faire par élimination. Eddie, tu peux donner une feuille à la dame en rouge. Il y a plusieurs pièges. Hein. J'aime bien les pièges. C'est un alien. C'est pas facile, hein? Alors, un petit indice, un hydropode, c'est un herbivore. Donc, un herbivore, il a quoi de bien développé? Il n'a pas de carnassière. Donc le crâne, c'est toute l'évolution qui a formé ce crâne-là pour répondre à des besoins spécifiques.
Sauf quand l'homme entre en jeu et qui fait de la sélection avec des hypertypes de sélection qui se prend un peu pour Dieu. Hein. C'est bon? Non. Non? Presque. Presque bon. Non. Corrige ta maman. Hein. Bon? Est-ce que vous voulez les réponses? Oui. Allez. Tac. Voilà. Donc ça, c'est un hydropode. C'est des petits cervidés, ça s'appelle aussi le cerf vampire. C'est un cerf qui a développé des canines, mais c'est pas des canines pour tuer ou pour manger, c'est juste des canines pour faire joli, pour attirer les femelles en fait. Mais c'est juste un petit cerf avec des canines. Donc là, vous avez le lion là, le border collie, le carlin, le serpent, un petit chat bengal domestique, et là c'est un renard avec Le carnet, sa tête, elle est écrasée. Ouais, elle est moche. Donc ça, le carlin, hein, c'est des races qui ont été développées même pas sur 100 ans un maximum par l'homme et qui ont pris les plus moches de tous les moches et les ont fait se reproduire entre eux pour avoir des chiens qui n'arrivent plus à respirer parce qu'ils ont les narines toutes écrasées, ils ont la face écrasée. Toute la journée, ils n'arrivent pas à respirer, ils sont en train d'essayer de survivre toute la journée. Donc c'est vrai. Les personnes aussi, ils sont vraiment tout écrabouillés là et ça fait juste des têtes d'un peu d'aliens comme ça, c'est à cause de la sélection humaine. La sélection naturelle, elle fait des choses harmonieuses, elle fait des choses belles, elle fait des lions, etc. La sélection humaine, ça fait des hypertypes comme ça, des animaux qui ont du mal à respirer et qui souffrent vraiment beaucoup. Dans certains pays, ces races-là sont interdites. Pas loin, hein, en Europe, c'est vraiment interdit. Donc voilà, on regarde le crâne et on voit à quoi ça sert. Donc vos petits chats, ils ont ces petites canines, ces petites carnassières pour vraiment tuer les petites proies, pas des gazelles, pas des antilopes, vraiment des petites proies. Quand on regarde le lion, il a vraiment des dents mastoc, des dents costauds pour vraiment avoir des plus grosses proies et pour pouvoir tuer des plus grosses proies. Voilà. Et le chien, donc avec la face beaucoup plus allongée par rapport à un chat. À votre avis, le chien, pourquoi il a une face beaucoup plus allongée par rapport à un chat? Les experts du chat. Ouais, l'aîné. Ouais, qu'est-ce qui est le plus développé? L'odorat, ouais, les chiens, ils ont un odorat beaucoup plus développé. Ils font aussi de la chasse d'endurance. Ils ont besoin de courir sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, il y a tous les sinus là qui sont vraiment développés. Les chats, c'est pas une chasse d'endurance, on verra tout à l'heure. Les carlins non plus. Ouais. On est très très loin du loup là. Deuxième petit exo. Alors, c'est ces griffes là. Et toutes ces griffes ont une utilité, hein. C'est pas des griffes liées au hasard, c'est vraiment des griffes liées à l'évolution sur des millions d'années qui vont leur servir à faire quelque chose en particulier.
Vous voyez assez l'écran ou vous voulez qu'on baisse un peu les rideaux? Ça va? Ouais, ça laisse tomber. Pour vous aider, il faut regarder la fonction des griffes. Les chats, ils ont quoi comme type de griffes? Et ça sert à quoi les griffes rétractibles? À se rétracter. À faire quoi? Mais ils les défoncent quand même. Ça sert à quoi de leur rentrer leurs griffes et de les ressortir au besoin? Les garder? Aiguiser, ouais. Agripper, ouais, ils les sortent quand ils attrapent une proie, ils les sortent comme ça, ils les agrippent. Ça sert à quoi de les rentrer les griffes? Être plus discret, ouais. Parce que les chats, c'est des chats qui chassent à l'affût, donc ils ont besoin de vraiment pas faire de bruit. Et quand ils marchent, il n'y a pas de bruit parce qu'ils ont rentré leurs griffes. Alors, celui-là, c'est facile, c'est quoi? L'ours. Ça sert à quoi les griffes de l'ours? Déchiqueter. Alors ça mange quoi d'autre les ours? À pêcher, ça attrape les saumons. Ça fait quoi d'autre les ours? Ils aiment quoi aussi? Le miel, ils défoncent les ruches avec leurs griffes. Ils aiment les insectes aussi, ils peuvent creuser le sol, les ours. Donc les ours, c'est des omnivores. Les griffes, c'est un peu des griffes qui servent à tout, mais elles sont pas rétractibles. Ils font du bruit quand ils arrivent. Donc c'est des animaux plutôt omnivores, les ours. Ça, c'est qui? Blaireau. Le blaireau. Le blaireau, il fait quoi du coup avec ses griffes? Il creuse, ouais. C'est des griffes exprès pour creuser le sol. Qu'est-ce qui est facile? Lui, c'est qui? Loup. Le loup. Les griffes du loup, ils servent à quoi? Tuer. Pas trop, non. À courir. C'est un peu comme des crampons de foot. Les griffes des loups, ça sert à accrocher le sol et à courir très très longtemps et très très vite. Donc c'est vraiment juste des crampons. Les griffes des loups, ils s'attrapent jamais avec leurs griffes. Ils s'attrapent que avec leurs bouches. Ensuite, on a lui, qui est un peu mixte. Guépard. Le guépard, ouais. Le guépard est mixte, c'est le seul félin qui fait vraiment des sprints. En fait, ils font pas trop d'affût, ils font pas trop de chasse à l'affût. Ils voient une proie loin et ils courent sur la proie. Et ils vont tellement vite qu'ils attrapent la proie. Donc ils ont besoin de courir très très vite et un petit peu l'attraper, mais pas trop. Ça, c'est qui? Léopard. Léopard, ouais. C'est comme un gros chat en fait. Donc ils ont les griffes très rétractiles. Ça leur sert à quoi aussi la griffe au léopard? Grimper aux arbres. C'est des arboricoles comme nos chats, ils ont besoin de grimper aux arbres. Là, du coup, Chat. non, c'est le renard. Le renard est très très piégeux, il faut faire attention. Le renard, ils sont pas rétractibles, ces griffes, elles restent dehors. Et le chat, du coup, c'est lui, hein. On n'est pas de la photo, mais c'est vraiment des griffes rétractibles. Ouais, ça c'est le chat en bas à droite. Et là-haut, c'est le son. Là-haut, ça va être le tigre. Tu vois la taille de la main de l'humain et la taille à côté de la griffe, ça fait cette taille-là. On n'est pas sur la même chose. Les griffes des chats, ça a une utilité. Donc, les chats, ils ont vraiment besoin de leurs griffes pour monter à des structures, pour attraper des proies, pour faire tout un tas de choses. Aux États-Unis, ils ont le droit, les gens, de faire declawing, c'est-à-dire ils enlèvent les griffes des chats. Ils coupent en fait la dernière phalange. Et ça, c'est légal. Donc, le chat, il n'a plus de dernière phalange. Pourquoi les gens, ils font ça? Pour les canapés. Donc, ils font ça pour les canapés. Et en fait, ça fait une sorte de douleur fantôme, d'un membre fantôme. Les chats, ils ont mal tout le temps. Ils ne peuvent pas attraper des jouets. Ils ne peuvent pas monter sur un arbre à chat. Tout ça, c'est considéré comme normal dans certains pays. Mais c'est interdit en Europe de faire ça, de faire ce genre de choses. Donc, voilà. Ça, c'était les griffes des chats. Alors, on va passer un petit peu au sens. Le sens des chats, comme tu as dit tout à l'heure, la vision, l'audition, voir. Et là, les yeux ont aussi une fonction. Serpent, je sais bien. Ah. Serpent, c'est bien. Bah, tous les yeux.
Il y a un piège encore. Hein. Donc, les yeux aussi, à chacun et sa fonction, ça peut vous aider à vous retrouver. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces yeux? La pupille. La paupière aussi. La paupière aussi. Ouais. Des cils ou pas des cils, ouais. Des écailles ou pas d'écailles. La pupille, il y a quoi comme 3 types de pupilles là qu'on peut voir? Horizontale, verticale et le point. Alors, à votre avis, une pupille horizontale, ça sert à quoi? Avoir très large sur des espaces ouverts, de faire un peu un plus que 180 degrés, quoi. De vraiment voir sur l'horizon. Ça sert à quoi de voir sur l'horizon? Ouais, c'est des proies, hein. C'est pour voir les prédateurs qui arrivent de très loin et sur les côtés. Les pupilles verticales, du coup, ça sert à quoi? Face. Ouais, on va en face. Et faire quoi en face? Se focaliser sur quelque chose. C'est quoi quelque chose? Ah, Une proie, ouais. Vraiment, les pupilles verticales, c'est spécialisé dans la chasse plutôt de proches et plutôt dans les forêts, les forêts boisées, etc. Pour vraiment voir du bas jusqu'en haut, pour voir la proie, vraiment dans ce champ-là. Les chats, ils regardent jamais comme ça. Les chats, ils regardent toujours comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu un chat rentrer dans une pièce qu'ils connaissent pas. Ils font comme ça souvent. Ils vont pas trop balayer. Ils vont vraiment regarder tout en haut, tout en bas. Ces genres de déplacements-là. Et les pupilles rondes, alors? C'est un mix. C'est des espèces qui ont à la fois besoin de chasser, mais ont aussi besoin de voir dans les espaces très découverts, comme la savane, par exemple. Comme le serpent? Non, le serpent est plutôt vertical. Lui, c'est les proies. Ouais. Ça marche. Alors, du coup, là, on a quoi, à votre avis? Ouais, boule. Serpent. Serpent, là. Otarie. Non, c'est le lion. Ouais. Le lion, pour voir dans les espaces de la savane, l'otarie, ça va être elle. Là, chèvre, cheval, renard. Le renard, c'est la seule espèce qui n'est pas un félin, qui a la pupille verticale comme ça. C'est vraiment le piège, le renard. C'est très particulier. Ouais, et donc le chat, c'est lui. Hein. Ouais. Ça marche? Oh oui, ça c'est facile. Bravo. Après, il y a quoi? Donc un chat. Comment savoir un chat? Le chat, sur la rétine, il n'a pas les mêmes récepteurs à la couleur que nous. Il n'en a que 2, alors que nous, on a 3 récepteurs. Donc il ne voit pas tout ce qui est dans le rouge, etc. Il voit plus en dégradé de bleu-jaune, le chat. Donc si vous lui donnez un jeu rouge et un jeu bleu, pour lui, c'est la même chose. Il ne faut pas trop s'exciter sur les jeux rouges. Voilà. Les chats, ils ont une meilleure vision en face d'eux. Sur les côtés, c'est un petit peu flou. Donc c'est vraiment en face qu'ils voient le mieux. Donc le chat, là vous connaissez tous la pupille du chat, vous l'avez déjà tous remarqué, ça se contracte ou ça se dilate en fonction de quoi? La luminosité et quoi d'autre? Ouais, là, quand ils sont bien excités, là ça peut se dilater très très vite. Donc vraiment, la fente toute petite, c'est vraiment pour éviter que les rayons lumineux trop forts pénètre et abîme la rétine. En fait, c'est un peu une protection. Quand il y a trop de lumière, ça vraiment protège la rétine. Et dilate, c'est pour qu'il y ait plein de rayons lumineux qui entrent dans l'œil et pour voir au maximum possible.
Ils ont aussi une petite particularité, ça s'appelle tapedum lucidum. Je sais pas si vous prenez un flash, vos animaux, les bovins, tout ça, vous les prenez en photo et ça brille dans le noir, les yeux quand on les prend en photo. C'est vraiment pour réfléchir encore plus la lumière et encore mieux voir Parfois, dans c'est la rouge. nuit. Parfois, c'est rouge. Ouais, des fois c'est rouge, des fois c'est rouge. Et donc là, quand on compare la vision de chat la nuit avec une vision d'humain, il va être vraiment, vraiment mieux que nous. Hein. Donc, pas s'inquiéter de laisser un chat dans le noir, il voit vraiment très clair. Voilà. L'ouïe du chat aussi, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal utilisé pour la chasse. Donc à 1 mètre de distance, sous la terre, ils sont capables de trouver une souris à 8 cm, à peu près avec une précision de 8 cm. Quand ils sont à 20 mètres, la proie est à 20 mètres, ils sont capables de trouver à peu près où est la proie à 58 cm de précision. Donc vraiment très très loin, ils savent à peu près où est la proie pour pouvoir s'approcher. En bleu, c'est qu'est-ce qu'ils entendent. Et en rouge, vous voyez, c'est comment ils communiquent, sur quelle fréquence ils communiquent. Nous, on entend très bien, on communique aussi sur une très très large fréquence de son. Les éléphants, ils sont capables de communiquer dans les infrasons, donc tous les barrissements, les choses qui vibrent des éléphants qu'on n'entend pas. Eux, ils communiquent et ils vont, ça va très très loin. Plus c'est grave, plus ça va très très loin. Plus c'est aigu, moins ça va loin. Donc le chat, lui, il entend faire les ultrasons. Pourquoi il entend les ultrasons? Les souris, ouais, les souris communiquent dans les ultrasons, on ne les entend pas, mais les chats les entendent. Qu'est-ce que ça veut dire que les chats, leur range, leur fréquence de communication, elle est très très petite, très très limitée. Ah? Ouais. Par rapport à un humain qui a vraiment un développement de son range, son intervalle de communication très développé. Les vocalisations sont pas seulement Ouais, voilà. Les chats, ça parle pas normalement dans la nature. C'est vraiment quelque chose de très très rare. Il n'y a que les chatons et la mère qui communiquent oralement, mais normalement, ils ne communiquent pas entre eux avec les miaulements. Les miaulements, c'est quelque chose vraiment que les chats ont appris parce qu'ils savent que ça attire notre attention et qu'ils vont avoir des croquettes toute l'attention. Mais c'est vraiment pas un sens qui est développé chez eux. Ils ne sont pas censés faire du bruit. Pourquoi ils ne font pas de bruit dans la nature? Je sais pas. Donc, ils n'ont pas besoin de communiquer, sinon ils vont attirer les prédateurs. Donc, les chats, c'est vraiment pas des très bons communicants. Hein. Ils sont pas très bons par rapport aux primates, notamment. Donc, ça, c'était l'audition. L'odorat, bon, moins que les loups, etc., mais c'est quand même très, très développé. C'est 14 fois mieux que chez l'homme, l'odorat d'un chat. Ils sentent des choses que nous, on ne sent pas vraiment très développées. Ils sentent, par exemple, l'herbe à chat. C'est un chat sur 2 qui est sensible à l'herbe à chat. Et c'est des choses que nous, on n'entend pas. Et pour eux, c'est de la drogue, par exemple. Donc, c'est vraiment un odorat super développé. Ils ont aussi quelque chose de plus que nous, on n'a pas. C'est l'organe voméronasal. C'est le petit trou qui a juste après les incisives, juste derrière les incisives du chat. Et vous avez déjà vu votre chat faire cette tête bizarre comme ça? Elle a l'air un peu débile. Mais ça, c'est parce qu'ils sont en train de capter des odeurs que vous n'êtes pas capable de sentir. Tout ce qui est phéromones, etc., ils les captent par cet organe-là. Et par exemple, une petite phéromone qui est diluée dans 100 milliards de molécules, ils sont capables de la sentir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour eux pour communiquer entre eux via les phéromones, via les hormones, etc. Très, très important. Donc l'odorat du chat, c'est quelque chose de très important pour eux et qui nous embête beaucoup. Parce que les chats ont besoin de marquer pour se sentir bien. Ils ont besoin de déposer leurs odeurs sur les meubles, sur les gens, sur les canapés, sur le sol, sur tout, pour se sentir bien chez eux. À votre avis, pourquoi ils déposent les odeurs, les chats? Marquer leur territoire. Marquer leur territoire. On a vu le chat ancestral qui a pas si longtemps. Il a besoin vraiment de délimiter son territoire pour se sentir en sécurité, pour ne pas être anxieux, pour se sentir bien dans ses pattes. Pour vraiment être apaisé, il a besoin de déposer ses odeurs. Donc soit il dépose avec ses joues ou au-dessus de ses yeux, il a des petites glandes et il va se frotter la tête sur les objets, sur les gens. Tout ça, c'est pour dire que ça m'appartient, c'est à moi, c'est à mon univers. Il dépose ses odeurs sur les gens pour se rassurer, pour se dire, c'est bon, ceux-là, je les maîtrise, ils font partie de chez moi. Quand ils reviennent, j'ai bien mon odeur dessus, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter, je me sens bien, etc. Tout ça, ça les apaise. Ils ont aussi, donc, au niveau, ils font des marquages urinaires, surtout les chats mâles, ils font des marquages urinaires. Donc, c'est très, très embêtant en appartement, mais c'est vraiment une forme de communication pour éviter que les autres chats mâles arrivent sur leur territoire, notamment.
Le marquage au caca aussi, les chats ils peuvent laisser leur caca non enterré aux limites de leur territoire pour signaler aux autres chats de ne pas venir. Et marquage super aussi important au niveau de leurs griffes, au niveau de leurs poussillés. Quand les chats griffent les surfaces, les canapés, etc., ils déposent leurs odeurs pour poser un petit peu des étiquettes. Ça m'appartient, ça fait partie de mon chez moi, ça me rassure de laisser mon odeur sur ces objets-là importants. Donc tout ça, c'est le marquage très très important chez le chat. Voilà. Et le toucher, les chats ils sont très très sensibles au niveau de leur vibrisses, donc de leur moustache, ils sont super sensibles. Il faut savoir que les poils des chats, il y a des nerfs à la base. Nous on n'a pas de nerfs, on sent pas nos poils quand on les touche. Eux ils sentent les poils quand on les touche. Quand ils ont des nœuds, ça leur fait super mal parce que c'est vraiment très très énervé. Et ils ont tout le temps la sensation d'être touchés. Les chats qu'on habille, qu'on met des petits manteaux, etc., ils ont tout le temps l'impression d'avoir par exemple une ceinture trop serrée ou quelque chose qui les oppresse parce qu'ils ont vraiment des nerfs à la base de leur poil, donc n'habillez pas vos chats. Ils peuvent aussi sentir la direction du vent, la température avec leurs vibrisses. Les vibrisses, c'est vraiment sur la chasse de vraiment très près. Ils voient en 3D grâce à leurs vibrisses, donc ils savent si la vibrisse est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une proie, etc. Parce que les chats voient pas très bien de près, ils voient surtout plutôt de loin. Donc quand c'est vraiment très près, c'est les vibrisses qui prennent le relais sur la vision. Donc couper les moustaches des chats, très très mauvaise idée. Vous leur enlevez toute la vision de près, ils ne voient plus rien quand ils vous approchent. Très très mauvaise idée. Le dernier sens, le goût. Pas terrible chez le chat, ils n'ont pas un goût très développé. Le sucré, le sens, ils sentent presque pas. Ils adorent le gras, hein, le beurre, etc. Les chats ils adorent. Et toutes les protéines aussi. La mère aussi, ça les dégoûte. C'est quand leur proie est trop faisandée, trop vieille, etc. Ça prend un goût qu'ils peuvent quand même reconnaître. Mais le goût, c'est pas un sens très très développé chez le chat. Ça sert à quoi ces petites spicules là, ces petites pointes sur la langue du chat? À quoi? À boire, ouais. Ça fait des petites pellettes, ouais. À se laver, ouais. C'est comme des petits peignes. Ça sert à quoi aussi? Chant ancestral. Ils mangent des poires. Déchiqueter la viande. Ouais, ça sert à enlever les fibres de la viande. Ils lèchent la viande, ça enlève les fibres comme ça. Donc ça permet de racler la viande sur les os, etc. pour enlever tout ça. Donc ça, c'est l'utilité des spicules. Voilà. Donc on a vu un petit peu tous les sens du chat. Maintenant, on va se mettre un peu dans les bottes d'un éthologue. Donc, un éthologue, c'est un chercheur qui étudie le comportement des animaux. Comme la personne là, super célèbre. Jane Goodall, la première qui a étudié les chimpanzés dans la nature. Donc elle arrivait, elle était toute seule, c'était une femme. Elle a décidé, ça suffit, j'en ai marre d'Angleterre. Elle est partie en Afrique et elle a établi un camp toute seule au milieu de la jungle. Et tous les matins, elle se levait, elle allait chercher les chimpanzés dans leur route dans la forêt. Elle prenait un petit carnet et elle notait tous les comportements qu'elle voyait chez les chimpanzés pour les décrire, pour les étudier, parce qu'on avait zéro connaissance sur les comportements des animaux naturels. C'est vraiment la première qui était la plus célèbre, qui a étudié les comportements naturels, physiologiques et comportements naturels chez le chat. Donc c'était la première définition, qu'est-ce qu'un comportement naturel chez le chat? Ça va être ça. Donc je vais vous demander de jouer à l'éthologue là, l'activité la 4. Vous allez voir la vidéo, je vais la passer 2 fois. C'est donc un chat sauvage africain, un comportement naturel chez lui. Et vous allez essayer de le décomposer en certaines petites étapes, des grandes étapes de comportement. Ça, c'est ce que fait un éthologue tous les jours. Vous êtes prêts? Donc, premier comportement. Deuxième comportement, par exemple. Il n'y a pas de vraie réponse, hein, chacun de ce qu'il veut. C'est toujours un comportement qui est en train de se dérouler. Quatrième.
5e comportement, par exemple. Donc ça, c'est une séquence de comportement qui est vraiment très codifiée, qui est dans les gènes, que chaque animal, quand il est né, il sait faire, ou il apprend avec ses parents. Et tout ça, ça se répète plusieurs fois dans la journée. Un chat comme ça fait ce type de comportement combien de fois par jour, à votre avis? 2, Ouais, entre 10 et 30 comportements comme ça. Je la repasse. Donc, essayez de vraiment diviser ce comportement de chasse, du coup, en plusieurs étapes, plusieurs séquences. Et voilà. Ça marche? Donc ça, c'est une séquence très codifiée qui se répète. Donc ça fait vraiment partie du chat ancestral qui lui a appris à faire ça depuis des millions d'années et qui est resté dans le code génétique de votre chat, appris par ses parents, etc. Donc il peut avoir faim ou il peut juste s'ennuyer. Il y a des chats domestiques maintenant qui chassent sans avoir faim. Et ça fait quoi du coup? Des cadeaux. Et plus grave, des chats qui chassent sans avoir faim. Hein? Surpoids, ouais, aussi. Mais pour les écosystèmes. C'est-à-dire complètement les écosystèmes. Les chats, on se met là en ce moment, ils sont en train tout le monde de paniquer parce que les chats sont à l'origine de la disparition de je sais pas combien d'espèces d'oiseaux, d'insectes, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de chats. Les chats sortent, les chats chassent même s'ils n'ont pas faim et ils détruisent des espèces d'oiseaux, mais vraiment énormément. En Angleterre, par exemple, ils commencent à se demander s'ils ne vont pas interdire les chats domestiques de sortir dehors pour préserver les environnements, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. En Australie, il y a des réserves vraiment naturelles où il y a des chats domestiques à l'origine qui se sont échappés et qui sont en train de décimer totalement la faune locale parce qu'ils sont capables de redevenir pseudo-sauvages et ils vont détruire les espèces. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Parce qu'ils sont très efficaces, les chats, en tant que chasseurs. Ils sont très très bons. Donc ils vont se mettre à rechercher leur proie. Ils la détectent avec leur sens, l'audition, la vision, etc. Ils sélectent la proie, ils s'approchent tout doucement leur proie avec leurs griffes rétractiles, etc. Ils peuvent faire soit de la chasse à l'affût, soit de la chasse à couvert. Donc à l'affût, c'est-à-dire qu'ils approchent tout doucement, ou à couvert, ils se cachent et ils attendent que la proie passe devant eux. Donc différents types de chasse. Ils capturent leur proie avec leurs griffes, avec leurs dents. Ils sautent dessus, ils l'immobilisent et ils tuent la proie, soit en perçant la colonne vertébrale, soit en les étouffant, etc. Ils vont la déplacer. Pourquoi ils ont besoin de déplacer leur proie? Parce que ce sont des proies. Parce que ce sont des proies. Et qu'il y a d'autres prédateurs plus gros qu'eux qui peuvent venir leur prendre leur proie. Et ils sont très vulnérables à ce moment-là. Ils peuvent se faire manger aussi, donc ils ont besoin de la déplacer. La cacher, la protéger et ensuite la consommer. Donc soit en enlevant les plumes une par une. Ils adorent déchiqueter, ils adorent enlever les choses une par une. Et dépecer aussi la proie, choisir un peu ce qu'ils préfèrent. Préfèrent la viande, évidemment, aux intestins, etc. Donc les chats, à nature, ils font entre 10 et 30 chasses par jour, ce qui équivaut à peu près à 8 proies vraiment attrapées. Donc il y a plein de fois où les chats, ils attrapent rien du tout. Ils sont très capables de gérer leur frustration et de ne pas avoir attrapé leur proie pour recommencer, pour refaire tout ce comportement de chasse-là qui est très très codifié. Ça marche. Donc là, vous avez votre séquence de chasse sur votre feuille.
juste dessous, les cases du dessous, très rapidement, je vous demande juste de réfléchir à des objets, à des odeurs, à des jeux que vous pourriez utiliser pour recréer ces différents comportements-là chez votre chat. Donc juste les cases du dessous, l'activité... activité rien, la fin de l'activité 4. Donc essayez de penser à des jeux, vous pouvez dessiner des choses que vous pouvez créer pour essayer de reproduire pas tous, à quelques-uns. Comment on peut reproduire ce comportement de sauter sur une proie? Comment on peut reproduire ce comportement de dépecer une proie, ce comportement de détection des odeurs, détection des sons, etc. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour recréer ce comportement naturel, normal que votre chat est censé reproduire plusieurs fois dans sa journée? Est-ce que vous avez compris? C'est pas facile, hein, mais c'est votre job en tant que maître chat tous les jours. Il faut poser la question, qu'est-ce que je peux faire à mon chat pour le faire chasser? Utiliser des jouets, utiliser des cartons, utiliser des outils, des matériaux, des odeurs, des choses que vous pouvez trouver dans la nature. N'essayez pas de chercher trop loin, des choses simples que vous avez dans votre maison pour jouer avec votre chat. Est-ce que vous pouvez bricoler? On va voir des exemples juste après, mais c'est pour juste faire un tout petit peu réfléchir. Voilà, par là. Alors, comment vous pouvez encourager ce comportement de détection d'une proie avec l'audition, les odeurs, etc. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Ouais, ça marche très bien. Il y a sur YouTube, hein, vous avez vidéos pour chats, vous avez des proies qui font des bruits, etc. Ça peut les stimuler. Vous pouvez laisser ça tourner un petit peu. Détecter différentes odeurs, qu'est-ce qu'on peut rapporter? Des croquettes différentes, ouais, ça peut faire différentes odeurs. Vous pouvez amener des herbes aromatiques, de la catère, des choses comme ça, du basilic, de la camomille, tout ça, ça va vraiment un peu développer ses sens. Vous pouvez aller à la ferme des voisins, apporter de la laine de mouton, des choses comme ça, pour un peu leur faire sentir des odeurs différentes. Ouais. Non, c'était la petite, juste pour avoir des goûts différents, en fait. Ouais. C'est mieux de garder et faire des transitions quand même entre différentes choses que tu fais. Donc des odeurs, de la vue aussi. Vous pouvez vous mettre des vidéos de YouTube il y a des vidéos de YouTube de 3 heures sur des proies, des petites proies qui sont en train de picorer, etc. Le chat, ils adorent ça. Approche, ouais. Si, il faut jouer après, il faut faire ça et après enchaîner sur ta séquence de chasse. Ensuite, une fois que tu as un peu stimulé les sens de ton chat, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il s'approche à l'affût d'une proie? Hein? Stimuler une proie avec quoi? Des plumes, canne à pêche, etc. Des choses que vous faites doucement bouger, doucement s'éloigner de votre chat pour qu'il puisse sauter dessus comme une proie. Cachette de la proie. Ouais, dans des cartons, des choses comme ça. Attirer un jouet avec lui pour le cacher. Et enlever des plumiers, des choses comme ça. Des papiers d'emballage, des cartons. Il y a des oreilles de cochon avec des poils dessus. Le chat, il peut s'amuser à tirer les poils des oreilles de cochon. Tout ça, c'est vraiment des tout petits objets simples que
Donc vous pouvez apporter vos choix. L'idéal, c'est vraiment de faire toute la séquence. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites pour que la séquence soit complète? On donne à manger au chat. Normalement, chaque chat doit être nourri à la fin de cette séquence-là pour que ce soit logique dans sa tête. Donc il faut jouer avec votre chat, le laisser attraper la proie à la fin, le nourrir. Et là, toute sa séquence a été complète. Et il a exprimé ses comportements naturels. Et il se sent bien dans ses pattes. Et il n'est pas dépressif. Et il est content, etc. Ça, c'est vraiment super important de reproduire ça pour avoir un chat heureux. Il faut savoir que les chats, ils sont assez spécialistes, comme on l'avait vu. Il y a des chats qui préfèrent chasser les petits insectes, les petites proies toutes petites. Il faut qu'ils soient très, très agiles, très, très vifs. Il y a des chats qui préfèrent les gros oiseaux, sauter dessus, etc. Il y a des chats qui préfèrent pêcher. Il y a des chats qui préfèrent des choses enterrées entre des coussins, sous de la paille, sous du humus, etc. Chaque chat a sa spécialisation. C'est un peu génétique, les chats préfèrent telle ou telle chose. Donc, c'est à vous de savoir ce que votre chat, à vous, préfère. Ils préfèrent un type de chasse et il faut savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Voilà. Donc, ils peuvent tout faire, mais souvent, ils préfèrent quelque chose plus qu'une autre. Donc, il faut un peu savoir ce que votre chat préfère. C'est un peu comme s'ils entraient à Poudlard et ils étaient mis dans une école où ils avaient des cours, ils avaient des jeux, etc. en fonction de ce qu'ils préfèrent. L'école des oiseaux, insectes, poissons, souris. Chaque chat est mis dans une école comme ça à sa naissance. Et c'est à vous un peu de savoir où le positionner et vers où aller au niveau des jeux, qu'est-ce qu'il peut plus préférer. Voilà. Bon, après, moi j'étais un peu déçue parce que mon chat est dans l'école un peu nulle des souris et tout. Moi je voulais qu'il soit dans l'école plutôt des oiseaux, mais bon, on peut pas tout faire. C'est un peu les poules de souffle, je trouve. Voilà. Donc chaque chat a sa spécialisation. Donc il y a vraiment en fonction de spécialisation des jeux pour chat. Ça c'est mon chat Toulouse. Il adore les petits insectes aussi, donc vous avez les écrans. Les lasers, il faut faire attention, c'est bien pour lancer les chats, pour un peu les stimuler au jeu, et après vous enchaînez sur un jeu où ils peuvent attraper quelque chose. C'est vraiment pour les chats qui n'aiment pas trop jouer, vous les lancez avec un laser, et ensuite vous leur donnez des jeux qui peuvent toucher, etc. Vous avez des insectes pour chats vivants, donc bien-être des insectes pas top, mais bien-être des chats super. Donc vous mettez ça dans votre baignoire, et les chats chassent naturellement. Ça marche très bien. Il y a des aquariums où les chats peuvent passer, des sortes de tunnels où les chats passent, donc ils peuvent voir les poissons. Ça peut être frustrant, mais c'est super, une distraction de la journée pour eux, c'est super, super chouette. Sinon, vous avez les choses en plastique, des petits poissons qui nagent tout seuls avec des petits lasers aussi. Ça, vous trouvez sur Amazon, vous trouvez plein. Ouais. Tout ça, c'est des choses basiques. Oui. On peut ça aussi. On verra tout à l'heure. Les cannes à pêche, c'est des choses qui marchent le mieux. Faire sauter votre chat, les parcours en hauteur, etc. Le faire chasser. Ça, c'est. Vous voyez là, le chat, il n'a pas de poche. Hein. Le chat, il est fit. Normal, il a 6 mois. Ouais, mais je pense qu'il va rester. Là, il speed. S'il fait ça tout le temps. Donc, il y a des choses qui s'accrochent avec des oiseaux qui pendouillent. C'est la vidéo de des oiseaux aussi qui bougent, des sortes de reptiles aussi, plus pour ceux qui aiment les choses comme les souris, des petits jeux avec des petites souris qui sortent. Sinon, il y a aussi une sorte de ligne comme ça avec une proie qui va très vite et l'animal doit aussi l'attraper. Ça vient des zoos, hein. C'est ce qu'on met chez les guépards pour les faire courir, qu'il y a une proie qui fait des kilomètres et les guépards le suivent. Et ça existe pour les chats maintenant. C'est ça. Donc on a pris tout ce qu'on fait des enrichissements dans les zoos et maintenant on est en train de les mettre chez les chats domestiques. Wow. Donc il y a vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire pour vos chats. Voilà. Donc ça c'est un peu la partie qu'est-ce qu'un chat à la tranche chasseur. On va partir un petit peu sur la communication chez le chat. Les chats à la base sont solitaires, mais comme toutes leurs ressources se sont concentrées à un seul point, ils se sont mis à se tolérer quand même un petit peu les uns les autres. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des chats d'appartement qui s'entendent plus ou moins bien, mais des fois qui s'entendent. Donc ils ont quand même la capacité un petit peu de partager leur territoire quand ça se passe bien et quand ils sont bien habitués au début, d'être un petit peu social. Le problème chez les chats, c'est qu'on est très très habitué aux chiens
au niveau de notre culture, etc., on sait très bien décrypter les chiens, on sait pourquoi un chien bouffe la queue, etc. Donc on a un peu l'impression des fois que les chats, c'est un micro-chien qu'il ne faut pas balader. Donc on a un peu l'impression qu'un chat, c'est un chien qui ne sort pas. Donc il faut faire super attention. Les chiens, les chats, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes formes de communication. Et ce problème qu'on considère des fois des chats comme des chiens, c'est qu'on peut avoir des soucis de communication avec son chat et des problèmes comportementaux plus tard. Donc on dit souvent que les chiens, eux, ils font l'effort de sauter la barrière du langage pour essayer de vraiment communiquer avec nous parce qu'ils adorent communiquer avec nous, etc. Les chats, ils restent un petit peu de loin, ils montent un petit peu sur la clôture, ils sont là, est-ce que je vais vraiment faire l'effort de communiquer ou pas? Donc les chats, ils sont un peu plus timorés au niveau de la communication, il faut vraiment faire l'effort d'aller vers eux pour essayer de communiquer avec eux. Donc les chats, comme on a dit, normalement, ils ne sont pas censés vocaliser, mais ils ont appris à vocaliser pour attirer l'attention des maîtres. Ça, c'est un chat qui veut quoi? Manger. Ça, c'est un chat qui veut que la personne recule. J'ai peur que la personne avance de là, il y a vraiment un problème. Le chat dit quelque chose, là, et sinon, il y a le ronronnement, on n'entend pas très bien, mais le ronronnement, c'est vraiment l'apaisement. Enfin, ça dépend des contextes, mais c'est vraiment une façon de se rassurer, de s'apaiser, etc. Donc, quand même, le chat a développé, chez les chats domestiques, ont développé une certaine forme de communication avec nous, qu'on est censé savoir décrypter et répondre. Donc si le chat vous dit recule, il faut reculer. Il ne faut pas aller encore plus vers lui, essayer de le toucher, etc. parce que vous allez vous faire agresser. Donc là, ça veut dire j'ai pas envie du tout d'avoir une interaction. Voilà. Donc ça, vous connaissez tous les postures de votre chat pour un peu les différencier. Un chat qui a très peur, un chat qui est plutôt curieux en chaise. Un chat en confiance, ça va être un chat qui se met sur le dos et qui se roule. Il vous accueille, il vous dit, c'est une sorte de câlin du chat, c'est le fait de se mettre sur le dos et de vous accueillir comme ça, dans un contexte positif. Ça ne veut pas dire viens me gratouiller le ventre, ça veut dire je t'aime beaucoup, je te montre que je peux être vulnérable avec toi, donc tu peux t'approcher, etc. Donc il y a toute des postures qu'il faut un peu apprendre sur internet. Vous pouvez taper posture du chat, vous avez des choses comme ça qui s'apprennent. Les oreilles aussi, plus c'est vers l'arrière, plus c'est effrayé, plus c'est vers l'avant, plus c'est curieux. Tout ça, c'est aussi important de le savoir. La position de la queue, c'est super important. Ça veut dire quoi une queue de chat qui bat? Il peut être agacé, il peut être quoi aussi? S'il fait ça c'est un peu, il est curieux, il explore, etc. Et s'il fait ça, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, vous avez un chat plutôt pas content, et là, un chat plus intéressé, c'est un peu plus content. Je le fais mieux avec le doigt. Donc le chat qui est un peu comme ça, pas content, un chat comme ça, c'est un chat un peu explorateur qui est content. Donc tout ça, c'est des choses. Il y a un chat comme ça, la queue en panache, c'est un chat pas content. Voilà, tout ça, ça, il faut le savoir. Donc dans votre visage, chacun, il a des muscles qui sont là pour communiquer les uns aux autres. Donc ça a été très bien étudié par des chercheurs, notamment dans mon labo en Angleterre. Chaque visage a des muscles particuliers pour exprimer des émotions. Les chats aussi ont des muscles, donc ils sont tout à fait capables d'exprimer des émotions. Donc par exemple, ça c'est quoi ton émotion? Méchant. La peur, plutôt la peur, la menace, ça. Un peu d'agressivité, dégoût un petit peu, genre il est dégoûté. Là, Impressionné. Impressionné, étonné, mais beaucoup ça va. Là, il est content, mais c'est pas content. Et là, surpris, mais un petit peu inquiet, ouais, un petit peu inquiet quand même. Ouais. Donc, vous avez l'habitude de voir des chats, mais il y a des gens qui n'ont pas l'habitude et qui n'arrivent pas du tout à voir ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets pas ton doigt là. Ça veut dire recule. Donc, on a vraiment les oreilles, la bouche, les muscles contractés, tout ça, c'est des signaux. Là, c'est une étude qui a été faite justement de mon labo. Ils ont démontré le fait de un peu plisser les yeux comme ça, un peu cligner des yeux. Ça veut dire je t'aime bien.
Donc, si vous faites ça à votre chat, vous communiquez à votre chat. Et ils ont démontré dans cette étude que les propriétaires, quand ils font ça, le chat y répondait, plus qu'à un visage neutre. Et quand vous faites ça à votre bon chat aussi, le chat va plus approcher vers vous. Donc ça veut dire, je suis ton copain, je t'aime bien, etc. Vous pouvez communiquer comme ça, vraiment tout doucement, en fermant les yeux, en les ouvrant, des petits clignements comme ça. C'est vrai que des fois, il est en phase d'endormissement aussi. Ouais, parce qu'il faut vraiment voir le contexte, il faut qu'il soit un peu éveillé. Mais c'est aussi, il se sent bien, il se sent partir, il est content, etc. La douleur aussi, ça a été très étudié maintenant. Il y a quelques années, avant on s'en fichait, mais la douleur chez le chat, maintenant c'est très bien étudié. Et il y a des applis, par exemple l'appli qui s'appelle Feline Grimace Scale, la grimace du chat. Et vous pouvez coder, en fait, vous regardez votre chat et vous pouvez coder comment sont les oreilles, est-ce qu'elles sont droites, est-ce qu'elles sont sur le côté, est-ce qu'elles sont derrière, comment sont les yeux, comment sont la bouche, comment sont les moustaches. Et ils vous disent le niveau de douleur chez votre chat. Tout ça, ça marque la douleur chez le chat. Un chat qui a les oreilles basses, la bouche crispée, ça c'est un chat qui a mal. Un chat qui a les oreilles droites, les yeux bien ouverts, c'est un chat qui a pas mal. Donc si vous voulez savoir si votre chat est en douleur, s'il a de l'arthrose, des choses comme ça que vous n'avez pas forcément vu, vous pouvez regarder le visage de votre chat et il vous dira s'il a mal ou s'il a pas mal. Donc ça c'est super important aussi. Donc les interactions avec l'humain, c'est des interactions parce que le chat est là, l'humain est là, il doit interagir avec vous. Il faut toujours qu'elles soient régulières, pas que vous ignorez votre chat pendant une semaine et d'un coup vous lui mettez à avoir des interactions. Là il va pas comprendre. Toujours positive. Un chat ça réagit très 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 mal à la punition physique, et des choses comme ça, il va juste perdre la confiance en son humain, il va juste vous éviter en fait. C'est pas du tout intéressant de faire des punitions physiques, c'est un chat. Prévisible, c'est-à-dire que s'il y a cet humain-là, je vais avoir des caresses. Enfin, il faut que le chat sache que vous n'allez pas changer d'humeur d'un jour à l'autre. D'un coup, vous allez lui mettre un coup de pied, d'un coup, vous allez lui mettre des caresses. Il faut que toujours les interactions soient prévisibles. Cet humain, il est positif, je l'aime bien, il va se passer des choses bien. Comme ça lui permet d'être moins anxieux, de bien s'apaiser, d'être dans son environnement, tout va bien. Contrôlable, ça c'est un peu un hic. Il faut que le chat lui demander son consentement la plupart du temps avant vraiment de le prendre, le caresser, de le frotter, etc. Faut aller vers lui, voir s'il a envie d'interagir avec vous, et une fois qu'il vous a dit c'est bon, j'ai envie d'interagir, vous pouvez aller le caresser, etc. Parce que si vous demandez pas le consentement à votre chat, ça peut arriver ça. Il peut se mettre à vous mordre, etc. Il avait juste pas demandé d'être caressé, donc il va vous mordre parce qu'il avait juste pas envie d'être caressé. Et donc tout ça, c'est à vous de reconnaître les signaux, comme je vous ai dit. Donc là, il y a deux petits chats. Vous allez me dire la différence entre ces deux vidéos. Donc, où est la caresse consentie, où est la caresse pas consentie? Ouais. Donc, le chat, quand vous approchez votre main ou votre doigt, il doit se frotter un tout petit peu ou s'avancer vers vous, ça veut dire qu'il a envie d'être caressé. S'il se recule, s'il commence à faire comme ça, ça veut dire qu'il n'a pas envie de se faire caresser. Là, il va vous mordre. S'il est un peu réactif, il y a des chats super sympas qui vont juste attendre que ça passe comme ça. Mais c'est pas de la caresse consentie. Donc, attention. La communication entre les espèces aussi est très très compliquée. Chez le chat, dans les contextes un peu négatifs, ils se mettent sur le dos pour pouvoir dégager leurs pattes, pour pouvoir agripper et tuer, quoi. C'est le dos, chez les chats, ça ne veut pas dire de la soumission. Hein. Chez les chiens, le dos, ça peut être invitation au jeu, la soumission, etc. Et donc, il y a un peu un problème entre un chat et un chien quand ils commencent à communiquer, c'est pas du tout le même langage et il y a vraiment des incompréhensions. Là, le chat, il n'est pas en train de se mettre en soumission devant le chien. Ça ne veut pas dire qu'il est soumis, ça veut pas dire. Il veut juste que la queue, vous avez vu la queue. Hein. Voilà. Le chien, il a compris que le chat demandait de jouer, il était trop content, etc. Le chat, il voulait juste que le chien s'en aille. Il y avait la queue qui frappait, il s'est mis en position d'attaque, etc. Et il est gentil, le chat, il n'a pas attaqué le chien. Ça aurait pu être plus grave. Donc, c'est pas parce que c'est des animaux qui se comprennent non plus. Hein. Donc, et la dernière forme de communication, c'est vraiment les odeurs. Ils vont venir se marquer à vous parce qu'ils vous aiment. Ils ont envie que vous fassiez partie
territoire, etc., de vous marquer. Voilà. On va finir sur le dernier point. Donc un chat, on avait vu que c'était un chasseur qui était solitaire mais qui était tout à fait capable de communiquer. Et le point super important, il est centré sur son territoire. Et c'est ce point, quand il n'est pas respecté, qui va être à l'origine de toutes les consultations en comportement des spécialistes. Le chat a fait pipi sur mon canapé, le chat a marqué mon canapé, le chat a fait pipi sur le lit de mes enfants, etc. Tout ça, c'est des problèmes d'anxiété territoriale. Donc un chat, c'est un animal qui vraiment très très centré sur son territoire. Un chien, c'est très très centré sur son humain, c'est super important pour lui son humain. Le chat, c'est d'abord le territoire qui est super super important parce qu'on avait vu le champ ancestral, le territoire est super important. Donc le chat, on dit qu'il a besoin de champs territoriaux, c'est-à-dire de différents endroits où il va faire des activités différentes. Mais il ne faut pas que ce soit tout mélangé. Surtout, les chats, c'est un peu des maniaco-rigides. Vous voyez, ils aiment bien les choses bien rangées, dans les cases. Mon air de caca-pipi dans un endroit, mon air de repos dans un endroit, mon air d'observation dans un endroit, mon air de cachette, mon air d'alimentation, mon air de jeu. Tout ça, c'est bien compartimenté, c'est très bien rangé dans sa tête. Et il a vraiment besoin de ranger tout ça. Tout ça, c'est à cause de son chat ancestral qui lui dit qu'il y a une menace quelque part, qui est réelle ou qui est imaginaire, mais il faut protéger son territoire tout le temps. Il faut toujours être un petit peu sur ses gardes. Je suis une proie quand même, donc il faut que je fasse un petit peu attention à mon territoire. Donc il a besoin vraiment de marquer les différents points et de les séparer, de les cloisonner. Chaque point a son importance et chaque point doit être vraiment marqué différents les uns des autres pour vraiment être capable de protéger ses ressources. Donc si j'ai bien dit que ça c'est à moi, on ne va pas me piquer ma nourriture. Si j'ai dit que cette litière est à moi, on ne va pas venir faire pipi dedans à ma place. Tout ça c'est à lui. Il a besoin de dire ça c'est à moi pour se sentir moins anxieux, pour se sentir plus apaisé, de se sentir bien dans ses pattes. Et comment il va dire que ça c'est à moi, ça m'appartient? Un marqueur. Donc le chat, il a besoin de marquer ces différents objets pour dire que ça appartient à lui. Il a envie que ça fasse partie de son territoire. Il a besoin aussi d'avoir des petits chemins entre les différents champs territoriaux, des petits chemins. Donc quand vous voyez votre chat aller de la cuisine à la chambre à coucher, il passe un peu par les mêmes endroits, il marque toujours un peu les mêmes endroits. Il marque en fait ses chemins. C'est comme des panneaux de signalisation entre les différents champs pour avoir les chemins. C'est comme chez vous, quand vous venez d'arriver dans un appart, tout est vide, vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas d'amis, etc. Vous vous sentez vraiment seul, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez besoin d'accrocher au mur des photos de votre famille, des choses que vous aimez bien, des posters que vous aimez bien, etc. Tout ça, ça vous sert à vous sentir plus apaisé et moins anxieux et plus chez vous. Donc le fait de mettre ces odeurs partout, le chat, c'est comme si d'accrocher des photos de famille, c'est sentir juste un petit peu apaisé, se sentir bien. Voilà. Donc tous ces gestes que font le chat, ça lui permet de diminuer son anxiété territoriale, de se sentir chez lui, de ne pas se sentir menacé par des menaces imaginaires. Donc, comment il va marquer justement ses chemins, comment il va marquer ses objets? Donc soit avec ses phéromones, qui est la base de ses joues, soit en les griffant. Les endroits les plus importants dans la maison, c'est quoi l'endroit le plus important de la maison où vous passez le plus de temps? Il y en a deux. La cuisine, ouais. Un objet où vous passez beaucoup de temps. Canapé et le lit. Sur le canapé et sur le lit, vous laissez toutes vos odeurs à vous. Toutes les odeurs des humains sont sur ce canapé. Le chat qui se sent un petit peu menacé sur son territoire, il a besoin de mélanger ses odeurs à lui avec ses odeurs à vous. Et s'il s'en sent vraiment pas bien, comment il fait pour laisser plus d'odeurs possible? Il va faire pipi. Il va faire pipi pour vraiment laisser une grosse marque pour dire moi aussi je fais partie de la maison, moi aussi c'est chez moi, j'ai envie de me sentir bien avec vous, donc je laisse beaucoup plus d'odeurs avec vous. Donc tout ça, c'est vraiment des comportements naturels que le chat fait naturellement, qu'il est censé pouvoir faire. Et quand il va pas bien, il va exagérer ses comportements, il va faire pipi, etc. Des choses qu'il n'est pas censé faire. Donc tout ça, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Donc il faut lui laisser des endroits où il puisse laisser ses odeurs, des griffoirs, sur les angles de passage, des lits, des dodos où il peut lui laisser ses odeurs. Tout ça, c'est des panneaux de signalisation. Les griffoirs, ils doivent être costauds. C'est pas des trucs qui sont en train de branler, etc. Les chats, ils aiment pas trop l'instabilité, ils aiment les choses solides, qui tiennent. Ils aiment les choses soit horizontales, soit verticales, ça dépend des chats. Donc il faut tester les chats, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme type de
de griffage. Est-ce qu'ils préfèrent la corde? Est-ce qu'ils préfèrent le carton? Il faut leur laisser un peu le choix et voyez ce qu'ils préfèrent. Il faut que ce soit costaud, pas un truc qui est en train de bouger, etc. Si votre chat il va faire ses griffes sur le canapé, parce que là il y a toutes les odeurs, qu'est-ce que vous pouvez lui ajouter pour qu'il puisse mélanger ces odeurs avec vous, mais pas en faisant les griffes sur le canapé? Ouais, un griffoir pour canapé juste à côté du canapé. Un griffoir super solide à côté du canapé. Si le chat commence à faire la malpropreté, vous lui laissez une litière à côté du canapé pour qu'il ait le besoin qu'il puisse faire ses besoins à côté du canapé. Après, vous retirez petit à petit la litière. Mais tout ça, c'est vraiment des besoins d'un chat qui se sent un peu menacé sur son territoire. Voilà. L'emplacement des griffoirs, c'est important. Vous n'allez pas mettre un griffoir dans le coin de la pièce où le chat ne passe jamais. Il va rien à foutre du griffoir. Puis lui, c'est pas quelque chose qu'il va utiliser. Il faut vraiment mettre des griffoirs dans les zones importantes et dans les zones de passage. Donc moi, j'avais remarqué que mon chat, il m'accueillait quand je rentrais dans l'appartement, juste dans le couloir, il se grattait, il se frottait, etc. Et donc, je suis allée à Ikea, j'ai acheté une sorte de paillasson en fibre de coco. Et donc, il est super content. Maintenant, il fait ses griffes sur le paillasson de fibre de coco parce que c'est l'endroit où il a besoin de me dire bonjour. Et donc, il fait ses griffes comme ça pour me dire bonjour. Donc, il faut vraiment regarder votre chat, où est-ce qu'il va, par où il passe, comment il passe. Et c'est à cet endroit-là que vous devez mettre les griffoirs. Les griffoirs, c'est pas la cave, c'est pas dans le grenier, etc. C'est vraiment sur les endroits les plus importants où il faut déposer ses odeurs. Voilà. Voilà. Et donc, quand vous ne voulez pas qu'il griffe sur votre canapé, il faut lui dire ça, non. Mais ici, oui. Il faut juste mettre une possibilité juste à côté pour qu'il puisse le faire là où vous voulez. Vous ne voulez pas qu'il mange votre plante tropicale, donc vous lui donnez des plantes herbe à chat juste à côté. Il faut toujours lui donner une alternative pour qu'il puisse avoir le choix et se reporter sur quelque chose d'autre. Pas juste la frustration, non, je peux rien faire, c'est nul. Voilà. Donc ça, c'est le chat. Un petit point caca. Donc les chats, c'est toujours le sujet un petit peu sensible, caca, pipi chez les chats, la malpropreté, etc. Donc c'est un peu la même histoire, il a besoin de laisser ses odeurs. Besoin aussi de recouvrir ses besoins parce qu'ils sont une proie, donc il peut être repéré avec ses besoins, donc il les recouvre pour ne pas être repéré. Et donc la bientraitance, plein de gens développent des machines automatiques à laver le caca, etc. Genre ce truc-là où le chat il fait caca sur une sorte de feuille de papier, il ne peut pas du tout recouvrir son caca, il n'y a pas aucun comportement naturel, et après il y a une sorte de rouleau qui élimine le caca. Donc là, zéro comportement naturel chez le chat. Il n'y a pas le comportement de recouvrir, il n'y a pas le comportement de laisser ses odeurs, etc. Donc c'est pas top. Donc les litières, il faut tous les comportements des vétérinaires vous disent, c'est une litière de plus que le nombre de chats. Donc si vous avez un chat, il faut 2 litières. Si vous avez 3 chats, il faut 4 litières. Une par étage. Il faut vraiment qu'il y en ait une dans un endroit calme, pas à côté de la machine à laver, parce que s'il est en train de faire caca, la machine à laver démarre, le chat il a peur, il ira plus sur cette litière-là. Et l'idéal, c'est un peu controversé dans un endroit social, parce qu'il a besoin de laisser ses odeurs avec vous. Donc au moins une, pas au milieu, mais peut-être un peu sur le côté, sur un endroit où vous passez beaucoup de temps. Parce que si c'est la litière au fond de la cave, que personne n'y va, le chat il trouve ça pas trop cool d'aller faire pipi là-bas, parce que personne n'y va. Pourquoi j'irais laisser mes odeurs là-bas? Il a envie de faire partie du club, il a envie de faire partie des gens populaires, donc il va laisser ses odeurs là où il y a des gens populaires. Voilà. C'est un peu un lycéen, un chat, donc il est anxieux, il a envie de faire partie des gens populaires, donc il faut un peu l'aider comme ça. Vert, dans la majorité, si vous avez la possibilité. Il faut des grandes litières, il faut que ce soit un chat plus un demi-chat, pour qu'il ait la possibilité de se retourner, etc., faire tous ses comportements normaux. Et un chat en largeur aussi, ça fait un peu. Et qu'il ait le choix entre différents types de litières. Si votre chat fait la malpropreté, il faut mieux lui laisser le choix pour voir qu'est-ce qu'il préfère comme type de litière. Ouais. C'est un petit point, on pourrait faire tout un exposé sur les litières du chat, mais c'est juste très rapidement. Aussi, il faut faire attention à tout ce qui peut agresser l'essence du chat. On avait dit que l'essence était très très développée. Donc les parfums d'ambiance très très forts, les produits ménagers très très forts, il faut faire attention. Il ne faut pas passer son temps à nettoyer les murs dans l'appartement parce que le chat il a déjà passé toute une semaine à essayer de marquer son territoire. Vous lui effacez tout et il recommence et vous lui effacez tout. Donc ça fait faire des grosses anxiétés territoriales sur les chats. Essayez de pas trop frotter les meubles et les murs chez un chat. Vous avez le droit d'écouter la musique à fond, mais il faut toujours lui laisser une zone de repli, le choix de ne pas avoir la musique à fond dans les oreilles. Donc, si vous mettez la musique à fond dans le salon, où il peut aller dans la chambre à coucher, vous ouvrez la porte de la chambre à coucher,
pour qu'il aille se réfugier. Toujours avoir le choix de se retirer d'une sensation trop forte, d'une odeur trop forte ou d'un bruit trop fort, etc. Pour finir, le chat est très très sensible au temps. Le temps, T-E-M-P-S, très très important chez le chat. Un chat, il a besoin de rythme, il a besoin de rituel, il a besoin de routine. Les trois, rythme, rituel, routine, c'est les fondamentaux d'un chat. Le matin, le chat il dort, son énergie est à zéro, vous vous levez, vous commencez à bouger, etc. Son énergie, elle augmente en flèche. Donc là, il est super excité. Vous partez de la maison, l'énergie elle redescend. Vous revenez de la maison le soir, l'énergie elle remonte et elle redescend. Donc ça, c'est très très rituel. Et donc, le chat, c'est comme une cocotte minute qui est en train de se charger en excitation. Surtout sur les chats d'appartement qui n'ont pas la possibilité de relâcher la pression. Donc, le matin, il se charge en pression. Le petit chouchou de la cocotte minute, ça va être la queue. Quand le chat, vous voyez que la queue commence à battre, etc., c'est que sa pression, elle est bien haut et qu'il a besoin de relarguer la pression. Comment il relargue la pression? En jouant. Et si le chat, il joue jamais, il pète les plombs et il fait quoi? Il détruit, il peut faire quoi d'autre? Malpropreté, il s'arrache les poils, tout ça, c'est des chats qui n'ont pas eu l'occasion de redescendre en pression et ils sont restés en pression tout là-haut trop longtemps. Donc, il a besoin de faire ce qu'on a vu, chasser, attraper, tuer, manger, se toiletter, dormir, plusieurs fois dans la journée et de répéter comme ça le cycle de ces comportements-là toute la journée pour être vraiment bien dans ses pattes. Donc, vraiment, le chat, c'est une cocotte minute qui se change en pression le matin et le soir. Donc c'est là où vous avez toutes les zoomies, les choses comme ça. Les zoomies, c'est les chats qui vont très très vite, qui courent à fond la caisse, c'est parce que la pression augmente et ils ont besoin de recharger cette pression. Donc soit ils sortent dehors quand la possibilité d'aller dehors, soit ils sont chez vous, donc ils vous voient vous. Ils sont en pression, ils vous voient vous. Ils se font chier toute la journée, ils vous voient vous qui rentrent. Qu'est-ce qu'il veut faire le chat? Il attaque, hein. C'est les chats tigres, ça c'est les chats qui attaquent. Les chats qui n'ont pas eu la possibilité de redescendre en pression. Et donc, la seule façon, la seule chose qui bouge dans leur environnement, c'est vos pieds, c'est vos mains. Il n'y a rien d'autre qui bouge. C'est genre, toute la journée, ils se sont fait chier, il ne s'est rien passé. Vous arrivez, il y a quelque chose qui bouge. Eux, ils sont en mode chasseur à fond, ils ne vous voient plus. C'est pas vous qui l'attaquent, ils attaquent juste la chose qui bouge. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez me dire ce que vous voyez. Regardez la queue. Il y a eu beaucoup de signaux. Hein. Le chat, il a montré plusieurs fois ce qu'il avait envie de faire. Et l'humain, il n'a pas du tout répondu. Le chat, il a dit au moins 3 fois, j'ai envie de jouer, j'ai envie de descendre en pression. La queue qui bouge. Un peu ici. Ça, c'est une grosse invitation au jeu. Hein, pour un chat. Devant un fou, c'est qu'il a envie de jouer. Donc tout ça, c'était très visible. Il y avait un moment où il fallait jouer avec le chat juste avant que tout ça commence. Il fallait jouer juste quand la queue commence un peu à bouger. Là, il faut jouer, il faut y aller. Il ne faut pas attendre qu'il soit comme ça à jouer parce qu'il va vous attaquer. Il faut repérer au moment où il a envie de jouer, où il a besoin de jouer et il faut y aller. Voilà. Donc si on prend un chat, on le relâche dans la nature, qu'est-ce qu'il va faire de sa journée? Il passe à peu près entre 2 et 3 heures de son temps à vraiment chasser activement. Il se déplace environ 6 heures par jour, il marche, il court, il saute, etc. Il se toilette environ 3 heures par jour. Il dort environ 5 heures par jour. Et il regarde l'environnement, il regarde dehors. Il regarde les autres choses dans l'environnement environ 8 heures par jour. Votre chat, il dort combien d'heures par jour en appartement? Beaucoup plus. Donc, soit vous avez un chat plutôt normal, plutôt fit, qui a un rythme assez simple, il dort entre 9 et 12 heures par jour. Ça, c'est tout à fait normal. Il sèche beaucoup. Les chats qui se toilettent, c'est de l'apaisement, c'est une sorte de sucer son pouce, etc. Se lécher, ça peut s'apaiser, etc. Ça marche pas mal. Mais s'il a la chance, s'il a un propriétaire un peu dévoué, il va jouer entre 30 minutes et 1 heure par jour. S'il a un propriétaire un peu dévoué. Donc ça, c'est un rythme qu'il faut vraiment viser quand on a un chat d'appartement. Quand on a un chat obèse qui dort 20 heures par jour, il y a des chats qui dorment 20 heures par jour, et qui jouent 1 à 2 minutes par jour, qu'est-ce qu'il va raconter, à quoi il va rêver le chat,
qu'est-ce qu'il va raconter de sa journée? Pas grand-chose. Le chat, il a juste dormi. Donc, il prend même pas le temps de faire sa toilette, il ne prend même pas le temps d'observer. Je dirais que c'est la dépression, là, les chats comme ça. Donc, c'est vraiment faire attention de respecter son rythme biologique comme ça chez le chat. Donc, là, c'est un peu la partie finale. Comment stimuler la vie de son chat quand on est en appartement, quand on n'a pas la possibilité de juste ouvrir la porte et laisser le chat sortir. Donc, ça va être stimuler sa vie. Donc, la première option, c'est stimuler socialement sa vie. Donc, soit vous avez un chat sympa qui tolère les autres, qui l'est avec un copain, avec un frère, avec une sœur, qui peut avoir des congénères. Un chat, c'est pas un animal social, c'est un animal solitaire. Mais entre rien faire de sa journée et avoir un copain avec lui et qui s'entend un petit peu avec lui, ça rajoute toujours un petit peu de stimulation dans sa vie. Donc, vraiment faire attention si c'est un chat qui tolère les autres, etc. Mais c'est toujours quelque chose. Interaction avec vous doit être toujours positive, prévisible dans le consentement. Attention aux enfants qu'ils n'attrapent pas le chat et qu'ils machin. Donc, toujours respecter le chat. Physique et structurel, donc les aménagements dans votre appartement. Là, le chat, c'est un animal arboricole qui a besoin de prendre la hauteur. Un appartement, c'est petit, donc vous n'avez que la surface au sol, c'est tout petit. Si vous mettez une surface en hauteur, vous doublez l'espace pour votre chat. Donc ça fait 2 fois plus d'espace pour lui. Des agrès, donc des parcours horizontaux, verticaux, fixes, souples, des zones de repos, des barrières visuelles, des choses au-dessus, sur les armoires, les commodes, etc. Les zones de cachette, c'est vraiment des zones où personne ne doit aller les embêter. Dans leur tête, il faut qu'ils sachent qu'il y a un endroit au moins dans la maison où personne n'ira les chercher, n'ira les embêter, pas les enfants, etc. Ils ont une zone à eux où personne ne va aller les embêter. C'est super important. Aller faire le chaud, pouvoir se mettre au soleil, quand il y a du soleil, pouvoir se mettre au frais. Ça, c'est super important d'avoir le choix entre le chaud ou le froid. Donc, ça va être tous les maisons que vous voyez sur Instagram, le cat friendly, etc. On n'est pas tous millionnaires, on n'est pas tous propriétaires, mais au moins on peut faire des efforts pour ce comportement physiologique de monter en hauteur parce qu'ils en ont besoin pour se percher, pour être moins vulnérables, etc. Donc, vous avez les petites étagères à chat, des choses un peu sympas, un peu mignonnes, des parcours comme ça, vous pouvez soit les acheter, soit les faire. Là, c'est au-dessus de mon lit, c'est un petit parcours qui va juste en haut entre la commode et l'étagère. Donc ça, c'est déjà comme ça, mon chat il peut monter et aller dormir ce soir sur sa commode. Des choses très simples que vous pouvez faire. Les arbres à chat, ça, vous pouvez aller dans la forêt. C'est pas très autorisé, mais une forêt où il n'y a pas trop de gens, mettre des petits arbres à chat comme ça. Les arbres à chat que vous achetez ou vraiment des maisons comme ça construites vraiment pour le chat. Et ça, c'est au Portugal. Bon, vous n'avez pas tous besoin d'aller dans ces extrémités, mais là, le chat, il est très très content. Voilà. Voilà. Les patios, les balcons, vous pouvez les aménager pour votre chat aussi avec plein d'odeurs, plein de plantes, plein de perchoirs. Vous pouvez sortir votre chat, mais il y a pas mal de conditions. Je pourrais revenir si vous voulez avec des questions. Vous pouvez aussi faire de l'agility avec votre chat. Donc, des parcours, vous leur faites suivre une friandise, une croquette, et vous pouvez très bien leur faire du sport, faire de l'agility. Comme ça, ils sont mieux dans leur tête. Donc, ça, c'est chouette. Sur YouTube, vous tapez Agility Chat, vous trouvez 10 000 trucs avec conseils. Présentation alimentaire, donc tout ce qui est soit des choses faites maison, donc des boîtes avec des trous pour mettre des croquettes. Là, c'est un site où vous pouvez trouver pas mal d'idées. Sur Puzzle Sport 4, vous pouvez trouver plein d'idées. Donc, attraper les croquettes avec la pâte, du papier toilette, vous mettez les croquettes dedans, tout simplement. Des choses que vous pouvez acheter. Des plateaux interactifs, vous pouvez cacher les croquettes, ça c'est pour vraiment faire un comportement naturel. Des petits avec la patoune, ils sont obligés de récupérer et pas se pointrer de leur gamelle en 2 minutes. Donc attention, à volonté, ça ne veut pas dire à disposition. Il ne faut pas qu'il y ait les croquettes tout le temps, etc. Il faut qu'il y ait des croquettes tout le temps, mais dans un jeu, dans une gamelle ludique, etc. Pour pas que l'animal se gave super vite. Et si vous avez plusieurs chats, vous pouvez construire en fait des étages avec des portes qui s'ouvrent pour le chat en particulier, avec puces électroniques, etc. Je ne vais pas revenir en détail, mais sachez que ça existe. Il y a des sites qui existent et c'est super
super important pour ralentir le chat dans sa prise alimentaire pour qu'il passe plus de temps à se nourrir, à chasser, etc. Toujours dans le même cycle qu'on avait vu la dernière fois. Des jeux, faut au moins jouer entre 20 et 30 minutes par jour avec votre chat. C'est comme si vous sortiez votre chien et vous jouez avec votre chat. C'est aussi une obligation qu'il doit avoir. Il faut vraiment choisir le pic où le chat a le plus d'énergie, là où il se sent super fébrile. Qu'il puisse chasser, attraper, tuer et manger dans cet ordre-là. Imiter une proie avec la canne à pêche au plus possible, être imprévisible, s'éloigner du chat, aller dans un coin, etc. De temps en temps, se laisser attraper. Le chat a besoin de jouer d'un coup, se reposer, vous attendez 2-3 minutes, vous jouez d'un coup, vous reposez, vous attendez quelques minutes. C'est pas un jeu continu pendant 20 minutes, hein, faut pas rêver. Il faut que ce soit amusant pour le chat et pas pour vous. Des fois, c'est chiant pour vous. Et votre chat, il a besoin de jouer. C'est tout. Voilà. Il faut s'adapter à chaque chat. Vous pouvez faire du training avec votre chat. Vous pouvez sur YouTube, il y a des bouquins qui existent avec des récompenses. Vous allez sur YouTube, vous mettez training de chat, vous avez 10 000 pages. C'est mon chat. Vous pouvez leur apprendre à aller se peser sur une balance, à rentrer dans la cage de transport sans avoir à le pousser, ou à utiliser des jouets ou des herbes à chat, etc. Donc ça s'apprend, il n'y a pas besoin de lutter avec le chat. Et finalement, le dernier point, c'est l'environnement socionnel, donc soit des vidéos, comme vous pouvez avec des poids, il y a des musiques pour chat, vous tapez musique portable, vous avez des musiques pour chat, des herbes, différentes odeurs, différentes herbes à chat, des phéromones, tout ça, c'est des choses que vous pouvez apporter à votre chat dans diversité comme choix. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière diapo. C'est un peu la diapo de conclusion. À l'époque, avant, on pensait que le bien-être animal, c'était minimiser au max les souffrances et être en bonne santé. Et si vous n'avez pas de mal-être, c'est que votre animal est heureux. Mais ça ne veut rien dire. C'est là parce qu'il est en bonne santé, qu'il a un bon poil, etc., qu'il est forcément heureux. Maintenant, il y a eu plus de 300 scientifiques, c'était en janvier de 2025, là, qui ont sorti un papier. 300 scientifiques du monde entier dans 42 pays qui se sont regroupés, qui ont essayé de choisir, de définir le bien-être animal. Et leur conclusion, c'est que le bien-être d'un animal, c'est un animal qui a plein d'expériences positives dans sa vie. Il est capable de développer des compétences et il est capable de développer sa résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut avoir plein d'opportunités de choix. Il peut jouer à plein de choses. Il peut avoir des choix de litière. Il peut avoir des choix d'herbe à sentir. Il peut avoir plein de choses à faire dans sa journée. Tout ça, ça lui donne un sentiment de contrôle. Donc moi, je peux contrôler ce que je fais de ma journée. Je peux contrôler que j'ai envie de manger dans cette gamelle ludique-là. Mais des fois, j'ai envie de manger dans cette gamelle ludique-là. Le choix, c'est super important chez les animaux dans le bien-être. Lui faire relever des défis avec les puzzle feeders, les puzzles, les choses un petit peu où ils doivent réfléchir pour avoir leur nourriture. Tout ça, ça va avoir une sorte d'apprentissage. Donc là, le chat apprend. Et quand un chat apprend, quand un chat a un sentiment de contrôle, il y a ce sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. D'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de sa journée, d'avoir surmonté des difficultés, d'avoir trouvé une solution. Tout ça, ça donne un sentiment. Comme chez nous, on apprend le piano, on apprend le violon. C'est comme ça, on se sent plus épanoui, plus accompli, etc. Et sa résilience, ça veut dire que quand le chat il a eu un gros stress, il est capable de revenir très vite à un état normal. Sur les chats qui sont dans le mal-être, quand ils sont trop stressés, ils n'arrivent pas à revenir dans un état positif rapidement. Ils sont très stressés pendant très longtemps. La résilience, c'est vraiment la capacité de revenir à un état normal rapidement. Oui, j'ai été stressée, ben c'est pas grave, je recontinue ma vie, c'est pas grave. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui sert à faire que votre chat, quand il rêve, il a quelque chose à quoi rêver. Il n'a pas rêvé juste à dormir, il a accompli des choses dans sa journée. Voilà. Donc moi, mon projet, c'est dans l'ancien boulet où je travaillais, on avait développé une appli pour mesurer justement le bien-être des animaux en captivité, donc leur environnement, leur comportement. Et j'aimerais développer une petite questionnaire, des petits applis comme ça sur les chats d'appartement. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous pouvez flasher et me laisser vos contacts. Voilà. Je voulais remercier donc tous les assos qui permettent ça, surtout Ethosphère. Les assos comme ça, ils ont des financements avec les nombres de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, qui les like, etc. Donc si vous avez la possibilité d'aller sur Insta, d'aller sur Facebook, etc., juste de liker leur page, ça donne déjà de l'argent
aux gens. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi.